Alors bonjour ou bonsoir selon le moment où vous allez écouter ce petit webinaire du 29 novembre 2017 qui a pour objectif donc de faire une petite conférence j'appelle ça une conférence démonstration parce que j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de personnes qui me posaient des questions, qui s'interrogeaient, qui voulaient comprendre la pratique et je me suis dit que ça serait peut-être bien de proposer carrément un genre de conférence dans lequel il y aurait des démonstrations pour vous présenter davantage comment fonctionne la méthode et peut-être justement vous inciter donc à bien comprendre, à bien cerner comment ça fonctionne et peut-être éventuellement de vouloir vous inscrire aux programmes de formation personnelle ou professionnelle qui sont proposés dans le cadre de l'enseignement. Donc, il y a d'abord, je vais me présenter. Donc, mon nom est Sylvain Bélanger. Ça fait peut-être, je dis 25 années, mais je ne les compte plus tellement. C'est peut-être un peu plus que ça que je pratique le travail intuitif. Donc, j'ai commencé avec une formation avec un guérisseur qui s'appelait Ron Young, que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai suivi pendant 3 années. Et ce guérisseur-là m'a fait découvrir finalement qu'il était possible, sans qu'on ait de talent particulier, de développer des habiletés intuitives. Alors, dès le premier stage avec cet homme-là, j'ai constaté qu'il était très facile pour moi de développer ces habiletés-là, comme si c'était un langage que je connaissais. Par contre, il y avait des gens qui étaient autour de moi qui n'avaient pas cette facilité-là. Et c'est alors que j'ai compris, à mesure que j'ai suivi la formation, que la première problématique finalement qui fait qu'on a de la difficulté à comprendre comment fonctionnent ces habiletés intuitives-là, c'est qu'on n'a pas on n'a pas les mécanismes, on n'a pas de méthode, on n'a pas de façon de faire pour parvenir à les développer. Alors moi, c'était naturel quand j'ai suivi cet enseignement-là, c'était naturel pour moi de les développer, mais c'est pas parce qu'on m'avait montré une méthode, mais bien parce qu'on me faisait expérimenter des techniques, un peu à la manière de la tradition chamanique, qui est une voie, qui est une forme d'enseignement oral. Donc, on nous transmet de l'information, des expériences, on nous fait vivre des choses, et évidemment, à travers ces expérimentations-là, on va découvrir des choses à l'intérieur de soi, on va découvrir des habiletés qu'on ne connaissait pas, sans qu'on comprenne bien comment ça fonctionnait. Il faut savoir, moi, que j'ai suivi pendant 3 ans ce guérisseur-là, puis après 3 années, j'avais une facilité à faire ce travail intuitif-là, mais je ne comprenais toujours pas comment il fonctionnait. Alors, ça m'a amené donc à me dire qu'il avait certainement des possibilités de comprendre ce que je faisais, et c'est alors que j'ai tenté donc de développer une compréhension plus intellectuelle, je dirais, pour bien décortiquer la méthode, bien décortiquer comment il était possible de développer cette habileté intuitive-là. Alors, ça m'a amené donc tout doucement à développer ce que j'appelle l'écoute imaginaire, qui est une approche qui a pour objectif donc de reconnaître que l'imaginaire, c'est un langage. Alors souvent, on va se dire, ah ben l'imaginaire, je me suis inventé un truc, mon imagination va jouer des tours. On a souvent tendance à réduire l'imaginaire à, à un aspect finalement péjoratif. Souvent, on va laisser croire que l'imaginaire est quelque chose de négatif, même à la limite. Alors que de plus en plus, je pense qu'aujourd'hui, ça commence à peut-être un peu changer. On commence à comprendre que l'imaginaire est plein de capacités. Quand on commence à reconnaître que l'imaginaire, c'est une façon, c'est un voyageur, c'est un support pour voyager en soi, pour commencer. Par exemple, je peux très bien, moi, accepter l'idée que mon imaginaire va me permettre de voyager vers mon genou, par exemple. C'est-à-dire que c'est grâce à cet imaginaire-là que ma conscience va pouvoir se déplacer de mon cerveau vers mon genou ou vers mon gros orteil. De la même façon, je pourrais utiliser ce support imaginaire-là pour voyager vers un partenaire. Le partenaire pourrait être une personne dans la salle présentement, dans la salle virtuelle dans laquelle nous sommes, et je pourrais effectivement échanger avec cette personne-là, indépendamment de la distance, indépendamment du fait qu'elle ne soit pas présente avec moi, je pourrais me mettre en relation avec elle. Tout simplement parce que l'imaginaire, c'est un moyen de voyager qui ne répond pas à la matière, qui ne répond pas à l'espace-temps, qui ne répond pas aux règles qu'on reconnaît, nous, en tant qu'êtres humains, qui sont associées donc au monde terrestre. Alors, c'est intéressant de se rappeler Régis Duteuil, par exemple, qui est un physicien, a mis en évidence qu'il existait, selon lui, un univers super lumineux. Alors, cet univers super lumineux, ben, en fin de compte, on pourrait le décrire comme ceci. C'est, si j'observe le monde terrestre, je vais donc objectivement constater que dans celui-ci, il y a donc un mur, il y a donc des fenêtres, il y a donc un espace dans lequel je suis, je vous vois, vous me voyez, etc. Donc, on va reconnaître que la réalité terrestre est habitée par une dimension qu'on pourrait qualifier d'objective, relativement objective. Maintenant qu'on aborde la notion d'univers superlumineux, on émet l'idée que le monde terrestre que l'on observe il est animé par une autre réalité
qui n'est pas visible à l'œil nu, parce que les particules de la matière de cet autre univers-là vont plus vite que la lumière. Et comme ils vont plus vite que la lumière, ben moi, je ne suis pas capable de voir avec mes yeux cet univers-là. Il n'en demeure pas moins qu'il existe. Et selon moi, grâce à l'imaginaire, quand je pénètre dans le monde imaginaire, que je voyage dans celui-ci, et que j'accepte justement que dans cet imaginaire-là, j'accède justement à une réalité plus subtile qui n'est pas imaginaire justement, mais qui est vraiment qui appartient à une autre réalité que celle que nous sommes habitués de reconnaître. Ben, c'est là qu'on commence à comprendre que l'imaginaire me permet d'accéder à cet univers super lumineux, me permet d'accéder à cet univers où les particules vont plus vite que la lumière. Et comment puis-je affirmer une chose pareille? Ben, par exemple, je pourrais simplement vous dire que dans la même lignée que ce travaux de Régis Dutheil, il y a un monsieur qui s'appelle le Pop, que j'aborde régulièrement dans les enseignements et conférences que je donne, qui est un physicien qui a fait une recherche importante sur la cellule. Il a constaté, lui, que les cellules du corps absorbaient et rémettaient de la lumière. Alors vous allez me dire, oui, c'est sympathique qu'il puisse dire ça, mais c'est une belle idée, c'est une belle pensée, mais il était beaucoup plus loin. C'est un physicien qui a donc démontré scientifiquement, hors de tout doute, que les cellules dans le corps absorbent la lumière du soleil et réémettent de la lumière. Ce qui est intéressant dans cette découverte-là, c'est que ce physicien-là a pu dire à un congrès de guérisseurs, entre autres, qu'il avait découvert l'aura. Et c'est effectivement le cas, c'est-à-dire que ce phénomène d'absorption et d'émission lumineuse que les cellules font, ben, quelque part, on peut comprendre que quand on observe un corps humain d'une personne devant soi et qu'on voit un aura autour de cette personne-là, on comprend bien que cette aura-là est donc finalement le rayonnement ultra ténu des cellules de son corps. Ça veut dire effectivement que moi, quand je vois une personne avec mes yeux physiques dans ma dimension terrestre, je vois une personne avec un corps physique, bien sûr, qui n'est pas relié nécessairement avec le soleil. Et quand je commence à utiliser ma perception imaginaire, je peux commencer à constater que dans cette perception imaginaire, je peux découvrir que cet individu-là, non seulement il reçoit la lumière du soleil, et qu'il y a donc effectivement un genre de respiration biolumineuse qui s'exprime dans lui, qui peut vraiment s'apparenter à l'aura. Et je peux constater aussi que cet individu-là peut être en interrelation avec le sol, avec la Terre, comme si la Terre produisait un champ électromagnétique. Je peux constater également que moi, en tant qu'être humain, je peux être en interrelation avec d'autres êtres humains d'une façon plus subtile et qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qui est visible dans ce monde de perception-là que l'imaginaire me permet de découvrir. Et c'est ainsi que je vais constater justement que ce qu'on appelle l'univers superlumineux, ben, quelque part, grâce à ce mode imaginaire, grâce à cette façon de voyager dans le monde imaginaire, je vais donc découvrir ce monde subtil, ce monde qui est plein de richesses et qui finalement me fait découvrir que je ne suis pas un être fait de chair et d'os uniquement, mais je suis un être d'énergie et que cet être d'énergie ben, est en étroite relation avec le sol, avec le ciel, avec chacun d'entre nous. Nous sommes tous reliés, on le dit souvent. Dans quelque part, on peut facilement concevoir que dans ce monde imaginaire-là, dans ce monde de perception imaginaire, on peut facilement reconnaître cette réalité-là comme absolument essentielle, naturelle et normale. Alors, le chamanisme, les chamans avaient compris cette réalité-là et ils n'avaient pas été en mesure de le démontrer scientifiquement, bien sûr, parce que la science n'était peut-être pas présente à l'époque où ils étaient, mais aujourd'hui, avec la physique quantique plus particulièrement, on commence à vraiment mettre en évidence cette réalité que oui, effectivement, tout être humain est donc animé d'une forme d'énergie qu'on reconnaissait, qu'on attribuait à l'ésotérisme auparavant, mais maintenant, on reconnaît que cette réalité-là dépasse largement l'ésotérisme. Elle nous met vraiment en contact maintenant de plus en plus avec l'idée qu'on est comme une forme d'antenne énergétique et que cette antenne, ben, elle absorbe de l'énergie, elle émet de l'énergie, elle échange d'énergie sans qu'on en soit conscient avec d'autres êtres humains, et ainsi de suite. Donc, ça m'a amené donc tout doucement à proposer la pleine conscience intuitive pour la simple raison que l'écoute imaginaire est un terme qui n'était pas facile à utiliser parce que beaucoup de gens avaient beaucoup encore l'idée préconçue que l'imaginaire est un mot réducteur, que l'imaginaire est relié à quelque chose qui m'appartient, c'est mon histoire que j'invente, alors que moi ce que je dis c'est que l'imaginaire est une façon de pouvoir se sortir de soi pour pouvoir découvrir qu'on est une antenne capable de se syntoniser à son champ d'énergie à soi-même, soit le champ d'énergie d'un partenaire, ou soit vraiment de s'ouvrir d'une façon beaucoup plus large avec l'univers tout entier. Donc, c'est pour cette raison-là que la pleine conscience intuitive est venue comme un terme que j'utilise maintenant de plus en plus, puisque c'est un terme plus facile, je pense, pour mes étudiants, entre autres. J'avais fait un petit sondage auprès de mes étudiants et beaucoup d'entre eux reconnaissaient l'idée que
un terme comme celui-là serait plus facile pour eux à utiliser que l'écoute imaginaire, d'où la raison de cette nouvelle terminologie-là. Donc, la pleine conscience intuitive, mais finalement, c'est quoi? Ben, c'est simplement ma capacité à développer une pleine conscience de moi-même, d'un autre et de l'univers dans son entier, grâce à cette capacité que j'ai de voyager grâce au support imaginaire, tant dans moi que dans un partenaire que dans l'univers. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de possibilités. C'est très vaste, puisqu'on peut appliquer cette capacité de voyager dans toute chose. On peut évaluer la qualité d'un élément, on peut évaluer la qualité d'une pierre, on peut évaluer quelque part l'énergie d'un arbre. On peut vraiment découvrir effectivement que tout est animé d'une forme d'intelligence et que grâce à ce support imaginaire, ben, je peux effectivement me mettre en interrelation avec l'animation de la vie qui est dans toute chose et commencer effectivement à découvrir sa richesse et sa beauté. Alors, c'est ça un petit peu que j'avais envie donc de vous parler maintenant des 3 grands volets de la pleine conscience intuitive et de faire des démonstrations tout au long de l'entretien pour vous montrer un petit peu comment ça se passe dans le concret, cette pratique-là. Peut-être prendre le temps aussi de vous expliquer plus en détail le processus que je fais pour être capable d'arriver à le faire, pour qu'on vous arriviez peut-être à mieux cerner justement d'une façon plus objective, je dirais, comment fonctionnent ces processus intuitifs-là. Parce qu'il est vrai que moi, quand j'ai commencé à vouloir m'intéresser à comprendre comment fonctionnaient ces mécanismes intuitifs-là, la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis retrouvé dans une librairie. Je me suis dit, c'est là que la somme de la connaissance va se retrouver, qui va me permettre de comprendre comment fonctionne l'intuition. Et c'est là que j'ai rencontré peut-être une grande déception, puisque j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de livres qui avaient été écrits, mais beaucoup de livres qui ont été écrits qui disent un peu tout la même chose et qui font finalement que l'information n'est pas nécessairement, tu sais, par exemple, si on parle des chakras, ben, si j'essaie de comprendre c'est quoi un chakra, ben, je vais constater que beaucoup de livres parlent des chakras, mais d'une façon toujours un peu similaire. C'est-à-dire qu'on va souvent parler d'une façon théorique des chakras et on va moins parler d'eux d'une façon expérientielle. Alors moi, je me retrouvais avec un ensemble d'expériences que j'avais vécues et là, j'essayais de comprendre ce que j'avais vécu avec des gens qui m'expliquaient des choses très théoriquement sans avoir de lien avec la réalité expérientielle. Alors, je ne dis pas que c'est tous les auteurs qui ont été comme ça, hein, mais j'avais constaté ça au départ de ma recherche, ce qui m'avait profondément déçu, parce que ça me faisait comprendre effectivement que ça ne m'avançait pas dans ma volonté de comprendre comment fonctionnaient les processus intuitifs et le monde des chakras, par exemple. Donc, ça m'a obligé effectivement à constater que pour parvenir à proposer donc un enseignement, pour proposer un enseignement intuitif, mais il faut effectivement parler de l'expérience. On ne peut pas parler par le biais quelque part de la théorie et que pour comprendre les processus intuitifs, on doit passer aussi par l'expérience. On ne peut pas passer par un livre. Un livre va nous donner des enseignements. Moi, j'ai écrit un livre, entre autres, qui présente les grandes étapes du processus intuitif et je pense que c'est un livre qui peut être utile. Mais c'est un livre qui est utile uniquement si on est capable justement de prendre le temps de le reconnaître, de pouvoir le lire, de pouvoir justement prendre le temps de l'expérimenter adéquatement dans l'expérience. Alors, je pense que c'est ça qui est vraiment la réalité fondamentale, je dirais, pour parvenir à un enseignement, pour parvenir à une capacité justement de développer cette habileté intuitive-là, c'est de vraiment passer par l'expérience. Et c'est ça un petit peu qu'on va essayer de faire ensemble pour ce soir. Donc, les 3 premiers volets que j'aimerais vous parler, ce serait le décodage intuitif, la déprogrammation et les soins. Ce sont les 3 grands volets de la pratique de la pleine conscience intuitive. Et j'aimerais peut-être justement vous présenter chacun de ces 3 aspects-là progressivement avec peut-être des petites démonstrations qui nous permettront de pouvoir progresser et avancer tous ensemble. Donc, la première étape dans le processus intuitif, qui est fondamentale, je dirais, c'est la connaissance. Moi, par exemple, si je veux utiliser l'intuition pour moi-même, ben, je vais accepter l'idée que je vais développer une attention vers mon propre être, en fermant les yeux, par exemple, et en portant mon attention dans mon corps, et en constatant que grâce à mon mode imaginaire, mon support imaginaire, je vais pouvoir voyager à l'intérieur de celui-ci. Alors, ce voyage-là que l'on effectue simplement par le biais de l'imaginaire me permet de constater que ma conscience peut me déplacer dans mon gros orteil, dans mon pied, dans ma cheville, dans mon genou, dans mon mollet. Je peux vraiment voyager dans tout mon corps. Et si je suis très attentif à ce voyage que j'effectue en moi, je vais constater que les zones de mon corps qui vont me faire, dans lesquelles je vais vivre des choses différentes que dans d'autres régions de mon corps.
C'est-à-dire que si j'accepte de déplacer ma conscience dans mon corps et d'accepter que dans mon corps, par exemple, je peux sentir que ma conscience est dans ma cuisse, je peux donc observer que dans ma cuisse, il y a un certain état énergétique que je peux percevoir. Il y a peut-être des émotions qui peuvent se présenter à moi, des pensées qui peuvent se présenter à moi, qui vont être complètement différentes si je déplace ma conscience, par exemple, dans mon pied. Je pourrais constater que dans mon pied, de nouvelles informations pourraient se manifester qui pourraient être complètement différentes à ce moment-là. Donc, c'est là que vous allez comprendre justement que le décodage intuitif va consister à découvrir effectivement que quand je fais ce voyage à l'intérieur de moi-même, ben, ce voyage-là m'amène à constater qu'il y a des perceptions qui vont se manifester à moi, qui peuvent être visuelles, sous forme d'images, ça peut être des sensations, qui peuvent être donc des ressentis corporels, ou ça peut être auditivement, entendre des voix, entendre des mots, entendre des phrases plutôt. Alors, c'est là comme ça qu'on arrive à découvrir justement tout doucement que ces perceptions-là sont des informations que mon corps souhaite me communiquer. Un peu comme si mon corps frappait à ma porte en me disant « Sylvain, je veux te dire quelque chose ». Et puis moi, si je prends le temps d'être attentif à ces perceptions-là, je vais simplement prendre le temps de m'adresser à elles en leur demandant quel est leur message pour finalement constater que ces perceptions imaginaires sont capables de me répondre et d'établir une véritable communication, un véritable échange avec moi. Alors, c'est vraiment intéressant de mettre en valeur cet aspect-là parce que ça veut donc dire que quand j'établis cette communication avec moi-même, je peux faire des discussions avec mon être, c'est-à-dire que moi, ma conscience de Sylvain, peut communiquer avec mon genou, peut communiquer avec ma cuisse, peut communiquer avec mon pied, peut communiquer avec mon corps, et je peux donc faire des échanges qui peuvent être très riches et très intéressants, où mon corps m'enseigne des choses sur moi-même. Et il peut y avoir effectivement aussi des démarches intéressantes qui peuvent s'effectuer vers un partenaire, c'est-à-dire que je peux aussi très bien constater que le voyage que je viens de vous décrire, que j'ai fait sur moi-même, je peux aussi le faire sur un partenaire et de la même façon constater qu'en faisant ce voyage-là chez un partenaire, ben celui-ci je vais recevoir également de lui des informations, c'est-à-dire que ces cellules de son corps, son rayonnement cellulaire, vont émettre une certaine énergie et dans cette énergie-là, il va y avoir de l'information qui vont se manifester à moi sous forme d'images, de sensations ou de mots que je vais prendre le temps de décrire. Et à travers cela, je vais pouvoir discuter avec mon partenaire sans qu'il ait à intervenir. C'est-à-dire que je vais discuter avec son champ d'énergie, avec son champ de conscience. Et il va y avoir donc une interaction qui va s'effectuer, qui va m'amener à mieux comprendre mon partenaire ou à mieux me comprendre si je le fais sur moi-même. Alors ça, c'est vraiment le décodage intuitif dont je voulais vous parler ici. Avant de vous faire des démonstrations, j'aimerais aborder un deuxième volet pour vous simplement faire valoir que ce deuxième volet-là est un deuxième volet fort important. Il s'agit de la déprogrammation. Donc, la déprogrammation, justement, c'est qu'on reconnaît encore une fois le pouvoir de l'imaginaire et on comprend que l'imaginaire, en fin de compte, est une conscience énergétique de ma personne. C'est-à-dire que quand j'utilise l'imaginaire et que je dis, tiens, j'ai une certaine énergie qui est en moi, à quelque part, cette énergie-là, effectivement, j'ai envie de lui donner une certaine douceur parce que mon genou me demande de la douceur. Ben, par mon intention, je vais donc imaginer que je vais donc prendre cette énergie qui est en moi, lui transmettre une intention de douceur et ensuite l'envoyer à mon genou pour justement constater que cette douceur que j'envoie vers mon genou va entraîner des transformations dans la perception que j'ai de mon genou. Tout comme vers un partenaire, si mon partenaire, je peux constater que son champ énergétique me fait des demandes particulières, ben je peux très bien, par le biais de mon imaginaire, encore une fois, créer ce dont j'ai besoin, ce qu'il me demande, et de lui envoyer tout simplement. Alors, cette idée de la déprogrammation, quand on y pense, ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle actuellement la thérapie quantique. La thérapie quantique, qu'est-ce qu'elle met en évidence? Elle met en évidence qu'il y a des appareils qui sont très, des ordinateurs avec des programmes, etc. Mais fondamentalement, quand on se met en contact avec un appareil comme celui-là, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de faire cela. On va prendre donc des sondes. On peut par exemple tenir des sondes dans nos mains. Et à ce moment-là, ces sondes-là, quelque part, vont être capables de capter notre énergie, puis être capables de finalement nous mettre en relation, nous faire valoir dans un écran d'ordinateur. On va pouvoir constater que l'énergie qu'on émet va résonner avec l'appareil, l'ordinateur, puis va me faire voir qu'il y a des besoins que mon corps peut avoir. Par exemple, j'aurais besoin de vitamine A, vitamine B, par exemple, pour donner une information, que ça soit bien concret. Alors, ça veut dire que la déprogrammation, moi, me permet de faire exactement la même chose et me permet, grâce à mon monde imaginaire, de pouvoir transmettre l'information. L'information, qu'est-ce que c'est? C'est de l'énergie. Alors, moi, je peux, par le biais de mon imaginaire, par mon intention, transmettre à mon énergie, à l'énergie
une certaine information qui va me permettre ensuite de transmettre vers mon partenaire ou vers moi-même ce qui est demandé pour qu'il y ait une transformation qui puisse s'effectuer. Et évidemment, la clé de tout ça, c'est que quand j'envoie cette information-là, je vais observer également comment mon corps va réagir ou comment le corps de mon partenaire va réagir, puisqu'il va y avoir une réaction, puisque à mesure que je soigne, à mesure que je donne ce que le corps me demande, bien inévitablement que le corps, lui, va se transformer, va se modifier, va se changer. Et c'est là que je vais commencer à constater que par la déprogrammation, je suis en train de libérer les programmations, les limitations, les fausses croyances, les inhibitions, tout ce qui m'empêche, moi, de laisser circuler l'énergie en moi pour que je sois une parfaite antenne verticale dans laquelle l'énergie circule adéquatement. Donc, vous voyez que c'est pour ça que dans la pratique, on va souvent combiner donc le décodage intuitif, déprogrammation et technique de soins, qui est le troisième volet qu'on va souvent combiner ensemble, puisque la déprogrammation va permettre de libérer l'information mémorielle, va permettre justement de déprogrammer toute forme de mémoire cellulaire qui sont bloquées, inhibées, perturbées. Et puis ensuite, je vais pouvoir ensuite passer à l'étape de faire un soin. Alors, la technique de soin va me permettre justement de pouvoir amener de l'énergie dans le corps de mon partenaire ou de mon corps à moi pour rétablir les flux énergétiques après que j'ai justement déprogrammé de la mémoire. Parce que lorsqu'on déprogramme de la mémoire, c'est-à-dire qu'on la libère, on libère la programmation limitative qui se trouvait dans l'énergie. Et lorsque cette déprogrammation est effectuée, ensuite, on va simplement chercher à rétablir les flux énergétiques dans le corps, me permettant justement donc de favoriser un processus de guérison beaucoup plus profond, puisque j'aurai tenu compte de trois grands aspects de la pratique. Donc, le décodage intuitif me permettant de développer la connaissance de moi et de l'autre, la déprogrammation qui va me permettre de libérer la programmation mémorielle de moi-même ou de mon partenaire, et les techniques de soins qui vont permettre de rétablir les flux énergétiques tant sur moi-même que vers un partenaire. Donc voilà, c'était les trois grands volets dont je voulais vous parler, et je voulais faire une démonstration sur trois aspects de la pratique: la dimension énergétique, la dimension psycho-émotionnelle et la dimension spirituelle. C'était les trois volets qui sont vus dans la pratique, donc je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de pouvoir regarder de quelle façon ça peut s'appliquer dans ces trois applications-là. Donc, on en arrive donc aux démonstrations que je vous avais promis pour cet événement-ci. Donc, je ne sais pas s'il y a une personne dans la salle qui aura envie que je fasse une démonstration sur la première dimension, donc la dimension énergétique. Donc, je vous laisse le soin de m'informer, de me dire oui, par exemple, dans le chat, pour que je sache. Il y a André qui me dit OK, ça veut dire OK ou ça veut dire oui? Bon, on va dire, je vais prendre André, puisque c'est André qui s'est le manifesté en premier. Donc, André, est-ce que tu aurais quelque chose de particulier sur lequel tu aimerais que je regarde? Qui concernerait donc l'aspect énergétique. Quoique, tu pourrais me donner pas vraiment. Bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement me laisser guider par ce que je vais voir, puis on va regarder ensemble par la suite. Alors, l'énergétique, donc, ça touche l'aspect santé. Alors, évidemment, vous savez que l'aspect santé, moi, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas faire l'évaluation de la santé dans le sens de vous dire quel est le degré de santé que vous avez, ou est-ce que vous êtes malade ou pas malade, je ne sais quoi. Ça, c'est les médecins qui vont faire ça. Moi, ce que je vais mettre en évidence davantage, c'est le potentiel santé qui est en soi par l'observation que je vais faire et que je vais pouvoir donc présenter à André. Alors, je vais prendre un petit verre d'eau. Et André, on y va. Donc, pour parvenir à faire ce genre de travail-là, la première étape, c'est la pratique de l'enracinement. Je vous rappelle que le module 1 de la formation personnelle ou professionnelle, le module 1 est gratuit sur le site développementconscience.com. Donc, vous pouvez déjà, d'ores et déjà, découvrir l'enracinement et découvrir les bases du décodage intuitif dans ce module d'enseignement qui est gratuit, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, la pratique de l'enracinement est vraiment le point de départ, puisque je vais prendre le temps à ce moment-là d'être une antenne. L'antenne est mon corps, et ce corps-là, effectivement, va chercher à se relier à la Terre pour qu'elle circule adéquatement dans tout mon corps, et ensuite faire descendre l'énergie du ciel pour qu'elle circule dans tout mon corps, et que je cherche à réunir ces deux énergies-là dans mon cœur. Alors, dans mon cœur, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que la zone de mon cœur est une zone qui est une zone sensible pour plusieurs raisons.
Entre autres, la zone du cœur est en relation avec le thymus, qui est un organe du système immunitaire. Et c'est intéressant de se rappeler que quand je vais commencer à mettre de la lumière dans mon corps ou dans le corps d'André, par exemple, ou d'un partenaire, je vais constater que l'énergie qui va se déployer de mon cœur vers mon partenaire va me montrer très fréquemment, et quand je le fais sur moi-même, c'est la même chose, va montrer davantage les zones dans lesquelles je suis en désaccord. Et on sait que le système immunitaire sert à quelque chose, hein, il sert justement à nous permettre de définir qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Qu'est-ce qui est moi, qu'est-ce qui n'est pas moi, c'est-à-dire quel est le corps étranger, quel est l'intrus quelque part qui est dans mon corps, sur lequel que je dois soigner. Donc, c'est intéressant de se rappeler que à travers ce processus intuitif-là, moi je pense que l'énergie du cœur va me permettre donc de me syntoniser avec tout ce qui est en désaccord avec mon être. Et c'est ça que ça va mettre en évidence en premier lieu. Donc, on va commencer avec André, donc avec la dimension énergétique. Alors, donc, il n'y a pas de thème, donc je me laisse guider simplement parce que je vais observer. Alors, je prends simplement le temps de me remettre en relation avec l'énergie de la Terre et celle du ciel. Chercher à réunir les deux énergies dans mon cœur. Et de mon cœur, je vais diriger ensuite l'énergie vers André. Est-ce que tu peux me donner ton nom, André, si ça ne te gêne pas? Juste pour que je sois bien en syntonie, parce que je connais des André et ça, je me rends compte que ça me confond, mais je peux faire sinon sans cette information-là, mais c'est juste pour être bien certain. Donc, j'ai pas ta réponse, André. Donc, on va essayer de faire comme ça. C'est juste que j'avais peur de me confondre avec d'autres André, donc c'est la seule chose qui me faisait un peu peur, là. Donc, on va y aller. Ça, ce que je sens de toi, André, dans un premier temps, d'un point de vue énergétique, la région du plexus solaire, ok, toute la région digestive, entre autres, qui est, à mon sens, moi, j'appelle ça tendue, ok? Et ça crée une tension. Alors, j'essaie de me monter un petit peu plus haut pour juste peut-être vous montrer comment je perçois les choses, mais c'est un peu comme si la zone du plexus solaire est très tendue et que ça remonte vers le cœur. Ok, ça crée une tension comme ça, un peu comme si ça faisait quelque chose comme ça, tu vois. Ça, c'est la première chose que j'observe au niveau énergétique, c'est que on dire que si du plexus solaire vers le haut, vers le cœur, ça fait quelque chose comme ça, on peut comprendre que le bas du corps est beaucoup moins vitalisé, est beaucoup moins stable, euh, est beaucoup moins reposé sur le sol. Ok, donc on comprend ici que ça peut donc pour moi, ce n'est pas les conditions optimales pour la santé, ça. Parce qu'évidemment, ça veut donc dire qu'on est toujours dans un état d'effort. Et cet état d'effort-là fait qu'on n'est pas capable de descendre dans nos jambes facilement. Puis qu'on est dans une position, justement, où j'aurais tendance à dire, où on réfléchit tout le temps. On est toujours en train de se poser des questions, toujours en train de se demander des choses. Puis on n'arrive pas, justement, à descendre vers nos jambes. Parce que descendre dans nos jambes, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire retrouver, justement, ce que j'appellerais, moi, la puissance. Une puissance, justement, qui nous fait peut-être un peu peur, parce que justement, c'est une puissance qui est basée sur l'expérience, qui est basée sur le pratique, qui est basée sur le concret, qui n'est pas basée sur l'idée constamment qui nous étourdit, je dirais, qui est dans la tête. Je ne sais pas si, qu'est-ce que tu en penses de ça, André, dans un premier temps. Juste me dire si ça t'apparaît quelque chose qui te parle ou pas du tout, pour qu'on puisse poursuivre, parce qu'ensuite, je vais donc faire un peu plus d'approfondissement au niveau du décodage, de la déprogrammation et des soins. C'est les trois étapes que je propose de faire pour cet exemple-là. Est-ce que tu es là, André? Donc, André n'est peut-être plus avec nous, je ne sais pas, ou est-ce que tout le monde est toujours présent? Puisque je ne sais plus effectivement si il n'y a plus de réponse d'André.
Oui, ok, Carole est toujours là, donc je te remercie, Carole, de me signifier. André, ben là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec toi. Donc, on va peut-être simplement poursuivre en espérant qu'André revienne nous confirmer qu'est-ce qui a été fait. Mais la deuxième étape pour André, ça serait justement donc de faire une intervention pour faire descendre l'énergie du plexus solaire et du cœur vers les pieds. Ce serait un peu l'objectif que je perçois qui serait à faire. Et là, ça touche à la déprogrammation, mais évidemment, la déprogrammation, elle va, sur quoi on va travailler avec la déprogrammation en ce cas-ci, c'est que si je prends le temps d'observer la tension dans le plexus solaire et dans le cœur d'André, je vais constater qu'il y a quelque chose de je ne veux pas descendre sur Terre. Je ne veux pas descendre sur Terre parce que vous m'avez tous déçus, parce que vous êtes tous des ignorants, parce que vous êtes tous à quelque part des gens qui m'ont incompris, qui ne m'ont pas compris. Donc, vous voyez que ça, c'est l'aspect information mémorielle. J'insiste là-dessus parce que tantôt, on va faire le soin. Et le soin, ça va être sur l'aspect énergétique qu'on va le faire. Donc, vous voyez la différence, c'est que là, on parle du plexus solaire et du cœur qui est tendu parce qu'il y a une information mémorielle qui dit je n'ai pas confiance en vous. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler là-dessus avec la déprogrammation. Donc, dans un deuxième temps, c'est ça qu'on va essayer de faire. Et André, bien évidemment, si tu as le goût d'intervenir, à tout moment, tu peux le faire, puisque tu es mon invité à le faire, puisque c'est une interaction avec toi qui va me permettre, et qui va permettre aux gens aussi de voir que ça a du sens ce que je suis en train de raconter ici. Alors, vous voyez, quand je me mets en relation avec cette zone-là d'André, ce que je sens d'André, c'est quelque part un petit enfant qui est là. Hein. Le petit enfant, quelque part, qui se sent attristé parce qu'il a l'impression justement qu'on l'a abandonné, qu'on l'a délaissé et qu'on ne lui a pas donné à quelque part la permission de pouvoir exister comme il l'aurait souhaité. Donc, il y a quelque chose là-dedans, une forme d'ambition, hein, comme un peu comme si André avait le sentiment qu'il aurait mérité mieux. On ne lui a pas, on lui a pas donné ce qu'il méritait. Et dans ce sens-là, ben, effectivement, ça l'a mis dans une position de tension entre le plexus solaire et la zone du cœur, qui l'a mis dans une situation où son mental est très, très en surchauffe, je dirais, toujours en train de se poser des questions, toujours en train d'alimenter des questions aussi, qui fait quelque part que André ne parvient pas justement à descendre dans ses jambes, parce qu'effectivement, il a peur de descendre dans ses jambes, puisqu'évidemment, ça le mettrait dans une position où l'ambition qu'il a à l'intérieur de lui-même, hein, on peut toujours se dire dans sa tête, je vaux mieux que ça, je vaux mieux que ça, je vaux mieux que ça, mais tant et longtemps qu'on n'est pas descendant de nos pieds, ben, quelque part, on n'a pas montré, hors de tout doute, qu'on valait quelque chose. Et on reste dans la tête en se disant, je vaux mieux que ça, mais quand on est à nos jambes, on agit en harmonie avec l'idée qu'on vaut mieux que ça, et c'est là qu'on a une valeur. Alors, je pense que c'est important ici de bien cerner cet aspect-là. Et c'est sûr que dans la déprogrammation, ce que je sens qu'André aurait besoin, c'est de l'acceptation. Donc, la compassion envers lui-même. Donc, c'est ça que je vais lui envoyer. Et là, ce que je sens d'André à ce moment-là, c'est vraiment comme une décompression au niveau du plexus solaire de son cœur, comme si l'énergie descendait plus vers ses jambes et qu'il y avait beaucoup de tristesse qui apparaissait. Cette tristesse-là, bien évidemment, c'est beaucoup en relation donc avec la région du bassin et des jambes. Comme ça, elle avait besoin de retrouver quelque part la valeur du pas, la valeur du pas, la valeur du concret aussi, la valeur d'être réaliste dans le monde de la matière, de cesser effectivement de se dire ah, je pourrais faire ça. Oui, mais je pourrais faire ça, oui, mais le fais-tu? C'est ça quelque part la clé là-dedans. Alors, on voit que c'est ça un peu le mouvement, l'orientation psycho-émotionnelle que je dirais par rapport à André, c'est qu'il a besoin de renouer contact avec ses jambes pour être capable d'apprendre à faire confiance au pas qu'il doit apprendre à faire pour renouer contact avec ce sentiment d'une plus grande liberté, je dirais, et une plus grande capacité justement de sentir qu'il est en train de faire une démarche en harmonie avec cela. J'aimerais bien, Magali, puisque j'ai déjà demandé à André de pouvoir réagir, ce serait effectivement bien, puisqu'il était présent au début. Je ne sais pas ce qui s'est passé, puisqu'on n'a pas entendu parler par la suite. Alors, André, si tu es là, fais-nous signe, ça serait apprécié. Donc, ça, c'était pour la déprogrammation. Alors, je vais quand même poursuivre, puisque j'ai commencé avec André, puis bon, il est peut-être là aussi, puis il ne se présente pas pour des raisons que j'ignore. Donc, après la déprogrammation, évidemment, on pourrait poursuivre la déprogrammation, puisque, évidemment, vous avez compris que c'est des actions qui vont se faire on va faire ça par couches, hein, et ces couches-là, quelque part, vont nous amener progressivement à être capables d'amener un sentiment chez André d'équilibre. Et quand cette personne atteint ce niveau d'équilibre, ben à ce moment-là, évidemment, il y a un sentiment d'harmonie et d'équilibre plus important qui nous fait voir le potentiel évolutif de chez André.
On peut déjà comprendre ici que son potentiel évolutif, évidemment, c'est de mettre en évidence à quelque part que ces belles idées qu'il a dans sa tête, dans lesquelles il se croit meilleur que les autres, pourrait-on dire ça comme ça, ben, il faut qu'il les assume dans ses jambes. Et quelqu'un, il va les assumer dans ses jambes, ben, la position de verticalité va apparaître. C'est-à-dire que les beaux projets qu'il a dans sa tête vont être assumés par ses jambes, et dans ce sens-là, il va être capable donc de reconnaître qu'à l'intérieur de lui-même, il y a un homme qui est doté de sensibilité. Pour moi, l'homme doté de sensibilité, c'est l'homme justement qui reconnaît qu'il a toujours eu peur de descendre dans ses jambes parce que justement, il avait une hypersensibilité en lui. Il avait peur de se faire, entre guillemets, casser. Et là, j'ai l'impression que tout le potentiel évolutif consiste justement à se donner la permission d'aller à un certain rythme dans lequel il ne se bouscule pas, dans lequel il ne se met pas dans une position de danger et dans lequel il apprivoise justement cette fragilité émotionnelle pour être capable donc de se réaccorder à l'idée qu'il vaut quelque chose, qu'il a de la valeur et qu'il soit capable de l'assumer dans le monde terrestre. Donc ça, ce serait un peu le processus de déprogrammation par rapport à la dimension énergétique de chez André. Ensuite, ce qu'on pourrait faire, c'est le soin. Alors, le soin, évidemment, moi, m'amènerait à faire un travail un peu plus approfondi sur la descente du plexus solaire, du cœur plexus solaire vers les pieds, puisque je sens qu'au niveau énergétique, il y a encore beaucoup d'obstacles. L'énergie ne circule pas fluidement, je dirais. Donc, je vais prendre le temps de faire ça dans un troisième temps, toujours en demandant à André de participer s'il a envie de nous faire part de qu'est-ce qu'il vit ou s'il est là, de pouvoir nous faire part de comment il reçoit l'information que je lui donne, ça serait apprécié. Donc, je vais prendre un petit peu de temps pour simplement faire le soin chez André. Alors, comment je vais faire? Bien, évidemment, c'est qu'André n'est pas présent, sauf que je me mets en relation avec ma perception que j'ai de lui, et je vais donc chercher à rétablir le mouvement de ce que je perçois, c'est-à-dire mes perceptions, c'est mon guide. Alors, les perceptions que j'ai d'André sont celles de quelqu'un qui a une énergie qui est de son foie qui ne descend pas facilement vers les pieds, qui peut entraîner donc des problèmes digestifs, évidemment, cette perception-là, et des problèmes circulatoires dans les jambes, dans le bassin et tout ça. Donc, l'idée, c'est de chercher à rétablir ce mouvement-là, de voir qu'est-ce qui se passe quand je fais ça chez André. Donc, on va faire ça. Puis on arrive à faire ce travail-là, justement, de circulation énergétique dans André. Puis on constate quelque part qu'il y a comme des armures qui sont là, au niveau de son bassin, particulièrement, au niveau même. Et pour moi, ce que je vois là-dedans, c'est beaucoup de masculinité très forte. Un peu comme quelqu'un, quelque part, qui voudrait constamment se protéger de l'extérieur et qui a énormément peur de s'enlever cette armure-là, parce que justement, s'il enlève, il va devenir effectivement le petit enfant qui est fragilisé, qui a peur d'être blessé. Et je pense que plus on arrive à faire circuler l'énergie dans son corps, mais plus évidemment, euh, André apprend à être un enfant, mais apprend aussi à devenir un adulte. Parce qu'un enfant un adulte qui accepte d'être fragile, ben, il est un adulte, il est un homme. Et cet homme-là, quelque part, il accepte justement de constater qu'il n'a pas à être un surhomme pour réussir à faire ce qu'il doit faire de sa vie. Il peut tout à fait être en harmonie avec sa force et sa puissance. Et je pense que c'est ça un petit peu qu'on sent dans le travail qu'André doit prendre à faire. Alors évidemment, c'est une démonstration que je fais, c'est pas un soin. Alors je vous fais comme des petites étapes pour vous montrer un peu comment les choses bougent. Mais je peux quand même, avec les actions que je fais, déterminer quand même la tendance ou l'orientation que l'énergie d'André doit prendre pour qu'il y ait une plus grande harmonie, un plus grand équilibre qui puisse se faire. Donc, vous comprendrez que d'un point de vue énergétique, bien évidemment, tout l'aspect donc de faire descendre l'énergie vers les jambes vont être une clé pour lui et donc de désengorger ou de favoriser une meilleure circulation dans la zone du foie, vésicule biliaire, tout le système digestif, permettant de faire descendre l'énergie vers les jambes pour que André puisse justement accepter progressivement de dévoiler sa fragilité. C'est un peu ça qui va être à faire pour lui à ce moment-là. Donc, André, est-ce que tu es là? Est-ce que tu as pu recevoir l'information que j'ai transmise? Donc, on ne le voit toujours pas. Donc, alors, André, si jamais tu es présent, tu nous fais signe. Ce que je vais proposer maintenant, je vais proposer donc de faire une démonstration avec la dimension énergétique. Ce que je viens de faire, vous l'avez compris, la dimension énergétique est associée à la dimension psycho-émotionnelle, puisque j'en ai parlé. Pour la simple raison qu'on ne veut pas finalement faire une évaluation médicale de la chose, puisque les médecins sont capables de le faire. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plus une évaluation énergétique et une évaluation, évidemment, psycho-émotionnelle
pour mettre en évidence que la santé est toujours reliée à une nature énergétique et psycho-émotionnelle. Donc, c'est ça un petit peu qu'on cherche à faire dans une intervention plus énergétique. Maintenant, on va plus aller vers l'aspect psycho-émotionnel et je vais donc demander, à moins qu'il y ait des gens peut-être d'abord avant tout, est-ce qu'il y a des questions que vous avez sur ce premier volet de la pratique, la dimension énergétique? Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions à me poser par rapport à cela avant d'aborder la deuxième démonstration? Tu ne vois pas les personnes en ligne, Sylvain? Non, je ne vois pas nécessairement les personnes en ligne. Non, non. J'en vois un certain nombre, mais je ne les vois pas tous. Donc, il faudrait que j'aille accès à un autre truc et, que je n'ai pas fait là, donc, présentement. Est-ce qu'il y aurait des questions maintenant sur, sur cette dimension énergétique là, que je viens de présenter? Non. Donc, on va aborder, si vous voulez bien, maintenant le deuxième aspect, le psycho-émotionnel. Et le psycho-émotionnel, justement, c'est donc l'avantage de la mémoire. Là, on aborde vraiment le monde de la mémoire. Et le monde de la mémoire, bien, évidemment, ça touche, pour bien différencier avec le monde énergétique, là, on va vraiment se laisser emporter par des scènes de vie. Par exemple, je pourrais communiquer avec un enfant de 8 ans, et cet enfant de 8 ans se fait gronder par ses parents, et là, on revit une scène qui était vécue dans le passé de la personne. Ça peut être une façon de faire. Il peut y avoir également des événements de notre vie qui ont été traumatisants qu'on peut revoir dans le monde des perceptions. On peut également constater que ça peut être possible qu'il y ait des événements associés à des mémoires d'autres vies qui peuvent être associés à cela, ou des mémoires d'ancêtres qui peuvent être associés à l'aspect psycho-émotionnel. On peut également évaluer les potentiels futurs, bien évidemment, par rapport à ça. Il y a Aurélie qui me posait une question que je vais peut-être prendre le temps de répondre, puisque ça touche un petit peu l'aspect énergétique. Y a-t-il un risque de confondre les difficultés énergétiques d'une personne avec les nôtres? Absolument. C'est clair, net et précis qu'il y a un danger à ce niveau-là. D'ailleurs, au début de la pratique, à quelque part, c'est ce qu'on aborde dès le week-end d'introduction ou l'introduction en ligne, on aborde ce sujet-là, puisque c'est un sujet important, où on enseigne justement à bien apprendre justement à questionner les perceptions. C'est-à-dire que moi, si j'ai mal à mon épaule, puis que j'ai mon partenaire qui est devant moi, et que je me mets en relation avec lui, puis je constate que la même épaule que moi, il semble qu'il y a quelque chose aussi, le même type de souffrance. Qu'est-ce que je vais faire pour bien différencier si c'est moi, ça m'appartient ou ça ne m'appartient pas? Je vais carrément demander à l'épaule, à la perturbation que je perçois dans l'épaule de mon partenaire, de me signifier en quoi elle est différente de la mienne. Donc, c'est là qu'on va commencer à être capable de différencier. Et la meilleure façon de le faire, c'est en faisant confiance au mode de perception, puisque c'est là qu'on va apprendre justement à bien distinguer ce qui est nous et ce qui est l'autre est. L'autre chose aussi, c'est qu'au début de la pratique, c'est très fréquent que comme on n'a pas une antenne qui vibre pleinement, on va avoir tendance à avoir un couloir, pourrait-on dire, plus étroit entre moi et mon partenaire. Ce couloir plus étroit, là, finalement, c'est une somme d'informations qui est limitée. Par exemple, moi, j'ai de la tristesse en moi, ben, je suis capable de capter de la tristesse chez les autres. C'est pas ma tristesse que je capte chez les autres, c'est leur tristesse, mais c'est seulement ça que je suis capable de capter. Alors, vous voyez que ça, c'est un autre problème aussi qu'on rencontre. Au début de la pratique, notre antenne n'est pas assez vibrante, n'est pas assez ouverte, et on va souvent se retrouver dans des situations où on va rester à des niveaux limités, et on ne sera pas capable donc d'accéder à la pleine liberté de l'information intuitive qu'on pourrait obtenir si on avait cette capacité d'ouverture plus large. Alors ça, c'est beaucoup la pratique qui va nous permettre de développer ça, mais aussi, comme l'enseignement que je l'ai proposé, c'est d'apprendre vraiment à voyager dans beaucoup de sphères différentes, de développer beaucoup de techniques différentes qui vont nous obliger à nous sortir constamment de nos habitudes, qui vont faire qu'on va se sentir de plus en plus à l'aise à voyager dans le monde intuitif avec beaucoup plus d'assurance et nous permettre de voir qu'il y a beaucoup d'options qui vont se manifester à nous avec beaucoup plus de richesse. On va apprendre à voyager dans l'énergétique, dans le physique, dans le psycho-émotionnel, dans les mémoires d'autres vies, chez les ancêtres, les mémoires spirituelles. Donc, en ayant cette capacité de voyager dans tous ces univers-là, on est capable de bien distinguer toutes les qualités d'information qui se trouvent dans chacun de ces secteurs-là, ce qui va permettre donc d'enrichir notre pratique de beaucoup aussi. Donc ça, c'était pour la question d'Aurélie. Il y a également Séverine qui me demande si j'ai une question là pour arriver au plexus, est-ce que c'est la lumière issue du cœur qui a été sur cette zone ou comment as-tu commencé par les pieds, etc. Alors, il y a plusieurs façons d'aborder la pratique et c'est ça qui est intéressant aussi. Hein. C'est une méthode, mais ce n'est pas une méthode qui est rigide. C'est une méthode qui est basée sur la liberté de nos perceptions. D'accord? Donc, moi, je décide de dire, tiens, j'ai mal à mon genou, je vais aller voir mon genou.
Ben, ça veut dire quoi? Je vais m'enraciner, je vais faire revenir la lumière, le ciel et la terre dans mon cœur, et ensuite je vais diriger ma lumière vers mon genou. Alors là, vous voyez que là, c'est moi qui décide de dire j'ai mal à mon genou, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe, je vais mettre de la lumière dans mon genou. Par contre, je pourrais très bien aussi faire un soin, par exemple de la technique de l'accueil, qui est une technique pour ceux qui suivent des formations qui savent un peu de quoi il s'agit, mais c'est une technique dans laquelle on apprend justement à créer un cocon autour de soi. Alors ce cocon-là, quelque part, nous permet d'observer des résistances, des réactions dans notre champ énergétique. Et encore là, on va commencer à partir des pieds pour remonter jusqu'au sommet de la tête. À ce moment-là, évidemment, c'est possible qu'en faisant ça, je constate que mon genou soit perturbé. Mais à ce moment-là, ça va être une vision plus globale que je vais avoir de mon être. Je vais pouvoir constater que mon genou est perturbé, mais que mes épaules le sont, que ma tête l'est aussi, etc. Donc, je vais pouvoir finalement avoir une vision plus globale de la dynamique énergétique qui est en moi. Alors que si je décide d'aller seulement voir mon genou, ben c'est vraiment quelque chose de très, très défini, de très posé, qui ne me permet pas d'avoir une vision aussi globale de mon être que si je faisais une technique plus générale où je partirais des pieds pour remonter jusqu'au sommet de la tête. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question, Séverine. Ensuite, Mireille qui me dit, faut-il refaire la séance si on n'a pas de réponse lors du soin? Faut-il refaire la séance si on n'a pas de réponse lors du soin? Je comprends, je ne sais pas exactement, dans le sens que il faut comprendre ici qu'il y a trois volets dans la pratique. Il y a le décodage intuitif qui me permet de développer la connaissance de moi ou de mon partenaire. La déprogrammation qui me permet de faire un travail sur la mémoire, déprogrammer ma mémoire ou celle de mon partenaire. Et ensuite, la technique de soin qui a pour objectif donc de régulariser la circulation énergétique. Nous savons tous que l'objectif ultime que nous avons en premier lieu, si on avait à mettre en priorité les aspects, on veut être bien. Donc, la première étape, c'est d'être bien. Donc, le soin énergétique va toujours être valorisé puisqu'on veut être bien. Donc, on va travailler avec toutes les techniques qui sont enseignées dans la formation pour être capable, justement, d'interagir avec notre corps, celui d'un partenaire, pour établir les flux énergétiques. Alors, ça, c'est la première étape. Si j'améliore mon état de santé parce que je fais un travail sur moi et que je ne suis pas capable de faire le décodage intuitif et de déprogrammation, mais que je me fais du bien par le soin, ben moi, je suis content parce que ça veut donc dire quelque part que j'améliore mon potentiel de santé quand même. Maintenant, on sait que ce potentiel de santé-là, pour être capable de travailler en profondeur sur lui, je vais sans doute avoir à travailler sur la connaissance de mon être et la déprogrammation de la mémoire. Et ça va être une deuxième étape qui va se faire dans un temps plus lointain, si on ne se sent pas à l'aise à le faire tout de suite, à travers l'apprentissage et l'apprivoisement de la méthode. Donc, faut-il faire la science si on n'a pas eu de réponse lors du soin? Je dirais que ce n'est pas essentiel. Ce que je dirais, c'est que l'objectif ultime, c'est d'avoir un journal intime dans lequel on prend le temps de noter qu'est-ce qu'on a expérimenté pendant le soin. Et que si on a observé une amélioration pendant le soin, ben on peut se donner un plus à ce moment-là. Et je pense que c'est là quelque part qu'on peut vraiment arriver à constater qu'effectivement, il y a un sentiment d'amélioration. Maintenant, éventuellement, si on a envie de refaire un soin, parce que c'est pas parce qu'on fait un soin une fois qu'on n'aura plus besoin de refaire d'autres soins sur la même région. Pour moi, il y a un accompagnement qui est très important dans la pratique que je propose. L'accompagnement, c'est que si je veux faire un travail de guérison sur mon être, ben, ça veut donc dire que je vais commencer un soin aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que je vais arrêter demain en me disant, ben voilà, j'ai fait un soin aujourd'hui, c'est réglé. La majorité du temps, il y a tout un apprentissage, un apprivoisement, un accompagnement qui va être nécessaire, qui va nécessiter justement qu'on fasse des soins à plusieurs reprises. Et c'est là qu'on pourra constater que certains soins sont plus énergétiques et d'autres soins sont plus orientés sur la connaissance et la déprogrammation, par exemple. Donc, il y a plein d'options qui sont possibles. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Mireille. Tu peux me revenir là-dessus. Chantal, il n'y a pas de problème. C'est une question qui m'a été posée de Mireille qui me disait, faut-il refaire la séance si on n'a pas de réponse lors du soin? Alors, j'ai simplement répondu à cette question-là. Donc, c'était simplement une réponse à une question, Chantal. Donc, rien de très compliqué dans cela. Donc, si vous voulez bien, on va aborder l'aspect psycho-émotionnel. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui aura envie que je fasse une démonstration sur elle, sur la dimension psycho-émotionnelle? Alors, il suffit de dire oui. La première personne qui me dit oui, ben, c'est celle que je vais donc choisir. Catherine. Voilà. Alors, Catherine, c'est toi qui est l'heureuse élue. Alors, le psycho-émotionnel, est-ce que tu as un thème particulier, Catherine, que tu aimerais qu'on regarde ou tu veux que je me laisse guider? Juste me le préciser, Catherine.
J'espère qu'on aura plus de chance qu'avec André. Quoiqu'André, ça s'est bien passé, en tout cas de mon côté. Mais voilà, le service, le thème que tu aimerais qu'on garde, le service. Alors là, tu parles de quelque chose d'un petit peu qui est donc vraiment assez général, mais on va aborder ce sujet-là comme tu le présentes. On va regarder ça, qu'est-ce que ça donne. Alors, comment on va aborder ça maintenant? C'est que dans le cas de l'énergétique, on prend déjà le temps d'observer le corps dans sa structure physique, énergétique, pour être capable de voir une dynamique qui est là, ensuite faire des actions, puis voir qu'il y a une conscience émotionnelle qui peut être derrière tout ça, comme on le fait avec André. Et là, dans le cas de Catherine, évidemment, le thème, bon, le service, c'est un thème qui va toucher donc l'aspect psycho-émotionnel. Et là, je vais donc simplement me mettre en relation différemment avec Catherine, puisque la dimension psycho-émotionnelle me permet d'aller directement aller voir la problématique. Donc, ce ci c'est le thème du service que Catherine veut voir. Donc, je vais demander simplement à mon processus intuitif de me relier directement avec une information qui va me donner donc une perception de Catherine concernant cette notion de service-là. On va donc y aller. Ça, ce que je perçois de toi, Catherine, dans un premier temps, c'est une image de toi qui est très, très grande. Un peu comme si tu étais très, très grande, ok, vraiment exagérément grande. Et c'est un peu comme ce que je perçois de cette image-là, c'est comme des gens qui te parlent et qui te demandent d'être grande. Un peu comme un enfant à qui on demande d'être trop grand. Un peu comme un enfant à qui on demande d'être adulte avant même qu'il ne soit capable d'être adulte. C'est la première chose que je perçois. Comme s'il fallait que tu sois hyper grande, mais tellement grande que tu en es presque dans un état de fragilité, parce que tu te sens obligé d'être plus grande que tu ne l'es, plus grande que ce que tu devrais, que tu es capable d'être à la limite, et qu'on te demande donc de surpasser justement tes capacités pour répondre aux demandes et aux exigences. Ça, c'est un peu comme ça que je perçois ça dans un premier temps. Et que ce que je sens de ça aussi, c'est que cette image-là qui est super grande, elle s'effondre. C'est-à-dire que tu as beau vouloir te tenir debout dans la grandeur, tu n'es pas capable de le faire, donc tu t'effondres. Et en t'effondrant, ben, ce que je sens, c'est comme un sentiment de solitude. Le sentiment de solitude, c'est un peu comme je te disais, je ne suis pas capable. Et je vois à ce moment-là des gens arriver vers toi en te disant, en te demandant de nouvelles fois des choses, comme si on te demandait encore de faire des choses alors que tu te dis toi-même pas capable de répondre aux exigences qu'on te demande. Mais c'est un peu comme si les gens n'entendaient pas ce que tu exprimais et venaient te solliciter de nouveau. Alors pour moi, ce que je vais te dire par rapport au service maintenant, puisque je vois, moi, comment j'interprète ce que je vois, c'est clair qu'il y a quelque chose chez toi qui est très sollicité, qui a appris étant jeune à répondre à cette notion de service d'une façon importante et sans doute trop importante par rapport à tes propres capacités, ce qui fait que tu as sans doute difficulté à dire non aux gens parce que les gens te sollicitent d'une façon peut-être trop extrême. Je ne sais pas comment tu reçois ça, Catherine, ce que je viens de te dire. Juste me dire ce que tu en penses, Catherine. OK. Veux-tu préciser, Catherine, ce que tu veux dire par pas complètement? Oui, merci Magali. Effectivement, ce serait bien que tu précises, Catherine, parce que là, ça m'aide pas tellement ce que tu viens de dire. Ça donne une information, un doute, mais on ne sait pas de quoi il s'agit, on ne sait pas de quoi il en détourne. Alors souvent, ça arrive évidemment que quand on donne l'information à quelqu'un, que la personne ne se reconnaît pas complètement dans ce qui est là, parce que c'est une information évidemment qui, on lui reflète quelque chose, et elle peut le comprendre, ne pas le comprendre selon comment elle l'entend, comme elle le voit. Donc c'est là que ça devient important, la communication, pour parvenir justement à mieux cerner qu'est-ce qui est perçu, hein, qu'est-ce que moi je perçois, qu'est-ce qu'elle perçoit, et d'arriver donc à une forme d'entente. OK, c'est ça. Donc, tu n'as jamais eu l'impression d'être sollicité. Donc là, c'est plus clair. Merci, Catherine. Ça permet donc d'aller voir je vais aller voir moi, de mon côté qu'est-ce que je perçois. Parce que moi, je écoute ce que tu me dis, mais moi, je regarde toujours, par contre, ce que je perçois par rapport à ce que tu me dis. D'accord? C'est ça que je vais faire.
Tu vois, c'est moi qui avais besoin d'être reconnu, mais c'est ça, justement. Tu vois, c'est ce que je. Oui, mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, Catherine, parce que c'est moi qui avais besoin d'être reconnu, mais la- l'idée d'être sollicité quelque part, tu vois, c'est. Moi, ce que je sens finalement, c'est que tu as besoin d'être reconnu, mais tu as compris peut-être, Catherine, c'est une hypothèse que j'aimais, tu as peut-être compris que pour être reconnu, il te fallait être à la hauteur. Il fallait être à la hauteur de ce que les gens quelque part, voulaient de toi. Ils te l'ont pas dit, ils te l'ont pas demandé, mais toi, tu as compris ça. Et c'est là que tu t'es dit, ben moi, j'ai besoin d'être reconnu, et pour être reconnu, je vais devoir faire telle chose pour finalement parvenir à me faire justement reconnaître, tu vois. Et c'est là que je sens, moi, qu'il y a une forme d'effort là-dedans. Et c'est là que je sens aussi une incapacité de dire, ben oui, moi j'aimerais justement être capable d'être capable d'aider les autres, d'être dans le service, d'être à la hauteur, mais je suis pas capable. Pourquoi je suis pas capable? Mais parce que justement, je veux être reconnu, puis cette reconnaissance que je veux avoir, elle est trop élevée. Je me la suis fixée trop haute dans ma tête à moi. J'ai l'impression que les gens, quelque part, je ne suis pas capable de leur donner ce qu'ils ont besoin. Et dans ce sens-là, je ne parviens pas à la reconnaissance que je souhaite. Donc, ça m'amène à vivre une forme d'alternance entre je veux t'aider, puis en même temps, je ne suis pas capable de t'aider, donc je déprime, je me sens pas à la hauteur, je me renferme sur moi-même. Comme s'il y avait une alternance entre deux états, je dirais, Catherine. Je ne sais pas si tu me suis plus clairement à ce niveau-là. Est-ce que tu peux me répondre, là? Oui, souci de perfection, certainement. Bon, voilà. Donc, là, tu vois, en discutant comme ça, Catherine, c'est comme ça que ça se passe, hein. On a une perception que je partage et la partenaire ne comprend pas toujours très bien. On doit faire des ajustements. Et on parvient donc à un certain constat. Et le constat, bien, effectivement, c'est que moi, je sens que toi, Catherine, tu es dans une dynamique. Alors, tu parlais du service, mais dans ce service-là, il y aurait deux mouvements que je dirais. Le mouvement, quelque part, de celle qui se met dans une barre trop haute, la perfection, et d'autre part, celle qui s'effondre devant l'incapacité d'atteindre la perfection et qui devient, quelque part, une personne, justement, qui peut même, à la limite, ne plus avoir je vais dire ça de façon exagérée, ne plus avoir le sentiment d'avoir une raison d'exister. J'exagère en le disant comme ça. Donc, on veut être reconnu, on a le sentiment d'être reconnu tant et longtemps qu'on est capable de répondre à la demande, on met la barre trop haute, on s'imagine à quelque part comme étant la barre trop haute, on va être capable d'arriver à la suite, cette barre trop haute-là, on n'y arrive pas, on s'effondre, et à ce moment-là, on a le sentiment de non exister parce que quelque part, on n'est pas reconnu, on ne peut pas se faire reconnaître parce qu'on n'est pas parvenu justement à répondre à ce qu'on espérait justement. Je ne sais pas si tu me suis à ce niveau-là, Catherine. C'est bien, OK. Donc ça, c'était le décodage intuitif qu'on vient de faire. Donc le décodage intuitif, on l'a bien compris, c'est une interaction entre des perceptions que je vous ai décrites un peu. Et ces interactions-là me permettent donc d'arriver à connaître, comprendre mon partenaire sans que je la connaisse ou sans que je la voie, puisque Catherine, je ne la vois même pas. Donc, ça nous permet donc d'aller chercher l'information. Et cette information-là va nous permettre donc de développer la connaissance d'une dynamique, d'une compréhension, qui va faire qu'on va passer à l'étape suivante, qui est la déprogrammation. La déformation, justement, dans ce cas-ci, ça va être vraiment travailler sur cette perception que j'ai décrite tout à l'heure, le haut et le bas, là, et donc de chercher à déprogrammer, c'est-à-dire à donner aux énergies qui sont présentes ce dont elles ont besoin pour justement renouer contact avec une forme d'équilibre. La première énergie qui va m'intéresser, c'est celle qui est à terre, c'est celle qui est étendue sur le sol et qui se dit, ben, ça vaut plus la peine de vivre, je ne suis pas à la hauteur, etc. C'est là-dessus qu'on va plus travailler à ce moment-là. D'accord, c'est très bien. Catherine précise que c'est sur le plan affectif spécifiquement et non pas sur le plan professionnel de cela, qu'il s'agit de cela. Donc, on va travailler sur cette facette-là, puis je vais te dire qu'est-ce que je perçois. Tu vois, la première chose qui m'est demandée, Catherine, c'est j'ai besoin d'être rassuré. Tu vois? Alors, être besoin d'être rassuré, c'est quoi? C'est que quelqu'un nous dise tu fais bien, Catherine, je suis content, tu es vraiment une belle personne, tu me rassures, tu me fais du bien. Vous voyez, quelque chose d'être rassuré. Que quelqu'un nous dise quelque chose qui nous donne le sentiment qu'on a de la signification pour cette personne-là, qu'on a de la valeur envers cette qu'on a de la valeur pour la personne en question, et que quelque part, on a le sentiment d'être reconnu parce que justement, les choses que l'on fait sont vues et reconnues et entendues par la personne aimée, par exemple. Si on parle d'un point de vue plus affectif.
Alors, c'est intéressant tout ça parce que ça veut donc dire qu'il y a chez toi, Catherine, une forme d'orgueil, je l'appuie comme ça, d'estime. Moi, je suis une belle personne, hein, et je fais des belles choses pour les gens que j'aime, et j'ai envie que les gens qui m'aiment ben, me disent c'est bien ce que je fais. J'ai envie quelque part que les gens me disent c'est bien ce que je fais, que c'est bien ce que je fais comme effort, hein, pour que la relation fonctionne, je suis apprécié, etc. Alors c'est ça un peu que je sens, moi, comme étant le besoin de reconnaissance, c'est cette espèce de besoin de constater quand dans toi, il y a une femme qui fait le mieux, puis qui a envie, quelque part, qu'on lui dise c'est super que tu fasses le mieux, j'apprécie beaucoup. C'est ça un petit peu que je sens dans la déprogrammation. Donc, je vais te donner cette information-là. Donc, et on va voir un petit peu comment ça va bouger dans ton corps maintenant. Et si tu as les commentaires, ben oui, beaucoup de peur étant petite fille. D'accord, ok. Tu vois, c'est amusant parce qu'on te donne cette fameuse. C'est pas la reconnaissance que tu m'avais demandé, mais euh, pas l'attention, mais j'avais le mot tantôt, puis ça m'est parti. Mais je l'ai donné. Et ce que j'ai observé tout de suite, c'est la résistance de toi, Catherine. Comme si pour toi, c'était très difficile d'accueillir cette, euh, cette attention-là, quelque part, qu'on t'apportait. Comme ça, quelque part, tu la rejetais, tu la refusais. Et comme si je te voyais me dire ah, je sais que c'est pas vrai. Je sais quelque part que tu me mens. Je sais quelque part que tu essaies de me faire croire quelque chose qui n'est pas vrai. Que tu n'es pas satisfait de moi, que tu n'es pas vraiment contente de moi, etc. Comme si il y avait vraiment une espèce de rejet. Et ce rejet-là crée des conflits inévitablement avec toi-même, pour commencer, Catherine, puisque quand on est dans une position comme celle-là, on n'a jamais l'impression que ce qu'on fait est correct, parce que de toute façon, ce que l'on fait, même si c'était correct, ça ne serait pas suffisant, on en est convaincu. Il y a une espèce de combat intérieur qui est assez fort. Et c'est certain que ce combat intérieur-là fait qu'on développe ce que moi j'appellerais une susceptibilité. La susceptibilité, c'est être quelqu'un qu'on doit prendre avec les pincettes, parce que justement, la moindre chose qu'on lui dit, finalement, ça va la faire grimper au rideau, comme on dit, parce qu'elle ne va pas être contente, elle ne va pas être satisfaite, parce qu'elle a l'impression, justement, d'une certaine façon, qu'on la manipule. Alors, quand je te dis il faut beaucoup de délicatesse, toi, parce qu'il faut d'abord et avant tout que tu saches que la personne qui est devant toi n'est pas en train de te raconter des mensonges, elle n'est pas en train de te manipuler, elle n'est pas en train de te raconter n'importe quoi, elle n'est pas en train de te séduire, elle n'est pas en train de t'endormir. Tu as besoin, toi, de vérité, tu as besoin de sincérité, et cette sincérité et cette vérité-là, le seul moyen pour toi d'aller la chercher, c'est de faire ces crises que je viens de te décrire. Parce que ces crises-là, quelque part, font que tu peux devenir chiante. Et qu'en étant chiante, bien évidemment, la personne qui est devant toi se demande vraiment si elle fait bien d'être avec toi, par exemple. Et si elle reste avec toi, mais quelque part, c'est rassurant de se dire, mais merde, cette personne-là, elle m'apprécie vraiment parce que je me manifeste avec une certaine intensité et elle semble m'accueillir, me donner le sentiment qu'elle m'apprécie. Donc, ça me rassure, ça me donne un sentiment de sécurité, de réconfort, ça me permet de m'asseoir, pourrait-on dire, dans mon être, dans mon corps, et de commencer à constater que la personne, cette tendresse qu'elle me donne, cette personne-là, cette attention qu'elle me donne, elle n'est pas bâtie sur des manipulations, elle est bâtie sur des vérités, sur des attentions nobles, véritables, que j'apprécie vraiment. Je ne sais pas comment tu reçois ce que je viens de te dire, hein, Catherine. On va attendre que Catherine nous donne un petit commentaire. Pour passer à la troisième étape qui serait le soin, qui nous permettrait de pouvoir vraiment faire une action plus énergétique sur ce qui était perçu. Ton impression de résistance, de mon refus d'accepter, c'est cela que tu dis. Là, tu vois, tu focuses sur quelque chose qui est un aspect de ce que je t'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est qu'au début, tu as refusé, tu as résisté. Et on a expliqué pourquoi par la suite. Moi, ce que j'aimerais que tu entendes, c'est davantage ce que j'ai expliqué pourquoi après. Et comme c'est enregistré, ben, on a sans doute la chance, tu as sans doute la chance de pouvoir réentendre la démonstration et ça te permettra sans doute de mieux cerner quelque part ce que j'ai voulu te communiquer. Mais disons que pour revenir là-dessus, c'est que la résistance, on refuse d'accepter, c'est bâti sur le sentiment de ne pas avoir confiance. Hein, moi, si j'accepte qu'on me donne de la tendresse, qu'on me donne de la reconnaissance, c'est parce qu'à quelque part, j'ai confiance.
Mais si je n'ai pas confiance parce que j'ai l'impression que les gens vont me manipuler, vont me mentir, vont me raconter n'importe quoi, ben quelque part, je vais résister, je vais refuser cette reconnaissance-là en me disant non, non, c'est pas vrai, tu vois. C'est ça un petit peu que je vais te dire par rapport à ça. Je sais pas si c'est plus clair pour toi. Je reconnais la confiance, ok. Ok, donc ce qu'on pourrait peut-être aborder maintenant, si tu veux bien, Catherine, ce serait davantage la dimension du soin. La dimension du soin va consister justement à revenir sur à revenir sur la perception que j'ai de toi actuellement, dans ma perception au niveau de cet aspect mémoriel qu'on vient de travailler, qui est vraiment quelqu'un quelque part qui est un peu survolté, je dirais, ok? Survolté parce que elle a besoin de preuves. Et des preuves, c'est un peu comme si je te disais, ben, j'ai besoin d'une preuve. OK? C'est quoi la preuve que tu as besoin? Ah, ben, j'ai besoin que tu lèves mon verre. OK? OK, là, tu as levé mon verre, mais j'ai senti que c'était pas suffisant. Donc, finalement, j'ai besoin de plus que ça. Et c'est un peu comme si, quelque part, je te sentais un peu dans un mode d'exigence, finalement. Et ce mode d'exigence-là, quelque part, fait que, d'une certaine façon, tu n'es jamais vraiment contente. C'est là, quelque part, qu'on voit bien, quelque part, que tu as un besoin de sécurité. Le besoin de sécurité, c'est justement d'ouvrir son cœur hein, à ce besoin de sécurité qu'on a. Hein. C'est un peu comme si on se disait, ben voilà, je vais arrêter de demander des choses à quelqu'un, mais je vais commencer à parler, à regarder en moi, c'est quoi l'insécurité qui est en moi? Pourquoi je me sens insécure? Pourquoi j'ai pas confiance en cette personne-là? Pourquoi j'arrive pas à y faire confiance? Ben c'est peut-être parce que il y a des éléments fondamentaux dans le comportement, dans l'attitude, qui font que je me sens pas en confiance, en sécurité, et que si j'aborde les sujets qui sont vraiment reliés donc à cette notion de dire, ben, si tu me prends dans tes bras, là, j'ai pas envie que tu penses à autre chose, j'ai pas envie que tu sois en train de faire autre chose, j'ai envie que tu sois avec moi, présent complètement. J'ai envie de ta présence, j'ai envie quelque part que tu sois là. J'ai envie que tu sois là à 100% le plus possible quand on est ensemble. Alors, tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là que je sens, qui est une demande importante que tu as à faire au niveau relationnel et qui font que tu vas pouvoir te sentir plus en état de paix et d'harmonie avec toi-même par rapport à la relation amoureuse, que tu vas pouvoir te faire plus confiance. Actuellement, tu ne fais pas confiance parce que cet élément-là qui n'est pas suffisamment là, on ne t'a pas sécurisé comme tu avais besoin. Donc, c'est intéressant de faire une liste de tout ce dont tu aurais besoin, toi, pour être sécurisé. Tout ce qui t'apparaît important, ça serait peut-être intéressant de le faire pour toi-même et ensuite de le partager aussi, de voir comment euh, la relation pourrait être développée dans ce sens de cette sécurité-là que tu recherches. Maintenant, on va travailler sur l'aspect énergétique. Donc, l'énergétique, on va travailler sur cette information que je viens de te décrire pour justement équilibrer l'énergie vitale, pour l'harmoniser, puis évidemment, ça va avoir un impact sur la dimension psycho-émotionnelle de la perception. Donc, je vais commencer. Si tu as des commentaires, tu peux me les faire savoir, bien sûr, Catherine. Tu vois, quand on essaie de favoriser la circulation énergétique dans ton corps, la première chose que je sens, c'est que j'ai tellement besoin d'amour. Puis l'amour, c'est pas discuter avec quelqu'un. C'est pas s'engueuler avec quelqu'un. C'est pas, c'est pas dans le mental que ça se passe. C'est vraiment dans le cœur, c'est vraiment dans le corps. Comme si je sentais qu'il y avait énormément besoin de, je pourrais presque dire ça comme ceci, d'expérience dans le non-dit. L'expérience amoureuse dans le non-dit, c'est se regarder dans les yeux et de se dire qu'on s'aime par les yeux. Se toucher le corps, se toucher le corps mutuellement. Tu vois, il y a quelque chose là-dedans de très. J'ai pas, c'est un peu comme si tu pourrais me dire, Catherine, je suis pas quelqu'un de compliqué. Moi, j'ai juste envie d'être heureuse. Puis pour moi, le bonheur, c'est pas quelque chose qui se calcule avec un portefeuille, c'est pas calculé avec. Bon, hein, je vous donne des images, là. C'est pas quelque chose qui se calcule avec une maison, c'est pas les avoirs, c'est plus quelque chose de beaucoup plus de l'ordre de j'ai besoin de te sentir, puis j'ai besoin que tu me sentes, puis j'ai besoin quelque part qu'on soit capable de se faire confiance. Et cette confiance-là, c'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est pas des discussions, c'est plus de l'ordre du ressenti. J'ai besoin qu'on se pose, puis qu'on sente à quelque part mutuellement qu'on est là tous les deux pour l'un et pour l'autre. Alors ça, c'est ça un peu que je sens. Et dans le soin énergétique, c'est ça qu'on ressent comme le besoin que tu as d'un grand abandon
un abandon qui te ferait du bien parce que justement, tu te sentirais comme de déposer, faire plus confiance à la vie. Toi, c'est un peu comme ça que je pourrais décrire ça. Je sais pas ce que tu en penses, Catherine, de ce que je viens de te dire. Juste me dire un petit commentaire. Ok, oui, tu m'as dit oui, parfait. D'accord, excuse-moi. Donc, OK. Alors, ça serait un peu la démonstration que j'avais à faire avec toi, Catherine. Donc, si tu es d'accord, on pourrait arrêter ici. C'était pour montrer un petit peu comment on pourrait travailler sur l'aspect psycho-émotionnel. Là, on a travaillé vraiment sur un aspect plus précis. Tu parlais du service. Finalement, on a pris, ça a pris une envergure un peu plus large, un peu plus précise peut-être sur ta vie que le service d'une façon générale, mais je pense que ça semble avoir t'avoir parlé. Le troisième aspect puis évidemment, on aurait pu travailler sur l'aspect ancêtre ou mémoire d'autre vie. Ça sera sans doute pour une autre fois. Là, ce cas-ci, ça s'est pas prêt. On s'est pas, ça s'est pas, ça s'est pas présenté. J'aurais peut-être pu effectivement le faire. J'y ai pas pensé. Donc, pour une prochaine fois, on pourra inclure les deux autres aspects. Maintenant, le troisième aspect, c'est le spirituel. Alors, le spirituel, bien évidemment, c'est ce qu'on appelle la relation avec l'âme, la relation avec les guides, l'interaction que les guides peuvent avoir les guides, c'est un peu comme des expressions d'énergie spirituelle, et ces guides-là peuvent travailler sur l'aspect tant énergétique que psycho-émotionnel que spirituel. Donc, c'est un peu le même principe qui peut être présent. Donc, est-ce que quelqu'un serait intéressé pour qu'on puisse commencer à aborder l'aspect spirituel pour cette personne-là? OK, donc Carole qui se présente. Je m'excuse pour achat, mais moi, j'essaie de tenir compte, c'est le oui, et que ça commence par, et que quand je dis de le faire, bon, on y va, puis la première personne qui apparaît, c'est celle-là. Donc, excuse-moi pour achat, mais c'est donc Carole qui serait la première personne qui se présenterait. Alors, Carole, est-ce que tu as un thème? Bon, là, spirituel, ça inclut donc toutes les autres réalités aussi, mais c'est quand même la réalité spirituelle sur laquelle on va quand même travailler. Donc, est-ce que tu as un thème particulier, Carole, sur cela? Tu peux ne pas me dire que tu as des thèmes ou si on peut partir simplement de ce que je vais percevoir. C'est juste à me préciser. Carole, tu es là? OK, donc on va y aller d'une façon générale. Alors, pour expliquer la différence avec le transpersonnel, le psycho-émotionnel, l'énergétique, quand on aborde le spirituel, ce qu'on cherche à faire à ce moment-là, c'est plus une qualité. Dans un premier temps, c'est comme il y a une forme d'alignement qu'on cherche à établir entre ce qu'on pourrait appeler le soi supérieur, le transpersonnel, et les couches qui vont nous amener jusqu'au corps physique. Donc, ce que je cherchais à faire dans un premier temps, c'est d'évaluer l'échange qui existe entre la dimension de ton soi supérieur, Carole, et ton corps physique. Et entre ton corps physique et ton soi supérieur, ben, il y a des couches d'énergie qui sont là, qui concernent donc les mémoires d'autres vies, les ancêtres, ta vie, tes mémoires personnelles, ton champ énergétique et ton corps physique. Et ça va être en faisant cet échange énergétique-là que ça va me permettre de voir comment ton axe spirituel se déploie et à quel endroit peut-être qu'il peut rencontrer des résistances plus importantes. C'est comme ça qu'on va procéder pour commencer. Donc, je vais commencer. Carole, à toi, Carole, la première chose que je te dirais par rapport à cet aliment-là que j'essaie de faire, la première chose qui ressort clairement, euh, je vais exagérer avec les termes que j'ai utilisés, mais c'est un peu comme le sentiment d'abandon, tu vois. L'expérience de l'abandon, c'est ça qui semble ressortir très clairement. Il y a quelque chose qui est en train de se vivre à ce niveau-là chez toi et qui touche un peu cet alignement au niveau du soi supérieur ou de l'âme. L'expression de ton âme, effectivement, elle t'oblige à faire un travail de réapproprier un certain pouvoir par rapport à la notion d'abandon. L'abandon, c'est quelque chose que je pense qui est intrinsèque en toi, que tu vis d'une façon régulière, continue, j'irais jusqu'à dire. C'est un peu comme normal, comme ça que je pourrais décrire ça. Et que
Et il y a des modes d'autres vies qui sont associés à ça aussi, qui font quelque part que tu as une blessure. La blessure, c'est un peu comme j'aime mieux, d'une certaine façon, j'aime mieux quelque part qu'on m'abandonne, qu'on me rejette, qu'on me délaisse, que de me retrouver dans une position où moi, je serais assez forte, assez puissante et assez adulte et assez mature pour être capable de reconnaître que c'est moi qui pars, que c'est moi qui s'en va. Tu vois? Alors, c'est pas moi qui. On ne m'abandonne pas, c'est moi qui pars. C'est pas la même chose. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire par là, Carole, dans un premier temps. Parce que tu vois, c'est que là, tu me dis oui, OK. Euh, Quand on essaie, donc là, on va chercher donc à faire encore cet alignement-là, comme je disais tantôt, c'est-à-dire comment, de quelle façon les influx spirituels descendent dans ton corps. Mais dès le début, ce qui était clair, c'est qu'il y a vraiment comme comment dire, un effondrement de ton champ énergétique dû au fait que cette expérience-là de rejet existe très fortement et que l'influx spirituel veut te communiquer, c'est qu'il y a quelque chose qui est très fort et très grand en toi. C'est un peu comme le principe de la montée de la Kundalini. C'est-à-dire que tu as une puissance en dedans de toi, mais cette puissance-là, c'est pas encore émergée. Elle n'a pas encore ressorti en toi parce que tu ne lui as pas permis d'exister, parce que tu te donnes toujours des excuses pour ne pas avoir accès à cette puissance-là, cette force-là. Comme si tu avais peur de cette force-là, parce que cette force-là, effectivement, va te mettre dans une position où tu vas dire à tous les gens depuis le début de ta vie, tu vas dire à tout ce monde-là, vous vous êtes trompés, vous avez cru quelque part que je n'étais, je dis ça comme ceci, hein, que je n'étais rien, que je n'en valais pas la peine, que je n'étais pas intéressante, que je n'étais pas ceci, que je n'étais pas cela. Et bien non, vous vous êtes trompé. Je suis autrement que ce que vous pensez. Je suis un être justement qui a, je dirais ça comme ceci, une dignité. Quand je dis une dignité, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que la dignité, c'est quoi? C'est être capable de constater que des gens, par exemple, peuvent être méchants avec nous, mais on est tellement digne qu'on va se dire, j'aime mieux quelque part que ces gens-là me crachent dessus que de devoir justement me manifester auprès d'eux. Ça n'en vaut pas la peine. Qu'ils me crachent dessus, ça va passer, ils vont faire leur chemin et je vais continuer, puis on va passer à autre chose. C'est ça pour moi une forme de dignité. Tu vois, la dignité, quelque part, c'est là que je mets en évidence qu'il y a une nature spirituelle en toi qui est très facile pour toi de tomber dans le sacrifice, dans la soumission. Alors qu'en même temps, la dignité, c'est pas la soumission, c'est pas le sacrifice. La dignité, c'est une femme qui se tient debout et qui est capable d'assumer quelque part sa grandeur, sa puissance, et qui est capable de reconnaître justement qu'elle n'a pas envie, euh, elle n'a pas envie de subir des choses inutilement, et elle va l'assumer. Elle va vraiment se mettre dans une position quelque part de grandeur. Et je pense que c'est ça quelque part que tu es en train de reconnaître progressivement, et que l'axe de ton âme, c'est ce qu'elle veut quelque part. C'est ce qu'elle veut que tu sois capable de rétablir en toi. C'est des connexions nerveuses, j'irais jusqu'à dire, au niveau de la région du plexus solaire, entre autres, qui est vraiment en liaison avec cette notion de fierté que tu dois apprendre à apprivoiser progressivement. Là, tu me dis que j'ai vraiment raison, donc tant mieux, tu reconnais bien ce que je te raconte. Donc, moi, je te dirais de faire bien attention parce que cette notion de dignité, c'est une très belle qualité que tu as, c'est une qualité spirituelle que tu as, c'est une qualité quelque part humaine que tu as. Ça fait de toi une personne qui est capable de comprendre énormément de choses, d'accepter beaucoup de choses aussi. Ça te rapproche vraiment de la notion de sacrifice et de soumission que je décrivais tout à l'heure. Mais je te le rappelle, c'est pas de la soumission, puis c'est pas du sacrifice qu'être digne. Être digne, c'est un être humain qui est capable de reconnaître la dignité humaine qu'il a en lui, de reconnaître à quelque part parce qu'il est digne, il est capable aussi d'accepter que des gens puissent souffrir à côté de lui, puis faire des choses qui ne sont peut-être pas acceptables. Et que parce qu'il est digne, il est capable donc de pouvoir leur communiquer avec une certaine dignité, c'est-à-dire qu'il ne va pas chercher à les humilier, à les détruire, à leur faire du mal, il va comprendre la souffrance de ces gens-là, et c'est ça quelque part qui est ta force. Si toi tu deviens trop digne, tu deviens soumise, tu acceptes tout, tu tolères tout, tu deviens quelque part un esclave. Et c'est ça quelque part que je veux te faire comprendre que c'est pas ça que tu es. Tu es vraiment cette personne qui a cet aspect de dignité en elle, capable d'assumer sa grandeur. Et c'est ça quelque part que ton âme a envie que tu exprimes de plus en plus clairement dans ta propre vie. Et c'est certain que ça va libérer également donc des résonances avec des morts d'autres vies, d'esclavagisme qui ont été longtemps en toi, qui t'ont comme privé justement de ton droit à être la femme que tu es réellement. Je ne sais pas ce que tu en penses de ça, Carole. Oui, tout à fait, donc c'est bien.
Alors ça, c'était un peu le décodage intuitif. Alors évidemment, vous n'avez peut-être pas tout compris comment j'ai fait pour dire ça à Carole, parce que je me rends compte que je ne l'ai peut-être pas très bien décrit non plus. Mais c'est-à-dire que quand j'envoyais l'influx spirituel dans les champs énergétiques de Carole, ben, automatiquement, il y avait donc des images, des manifestations qui s'exprimaient, qui m'ont amené à décrire un peu ce que je décrivais, je mettais en évidence. Et le côté dignité était vraiment cette qualité spirituelle qui est en Carole, qu'elle doit apprendre à développer, se réapproprier. Là, on va faire de la déprogrammation maintenant pour un peu aller plus loin dans cette direction-là. Alors, qu'est-ce qu'on va déprogrammer? Ben, je vais déprogrammer l'aspect esclavage que je décrivais tout à l'heure, qui est présent. Donc, une mémoire d'autre vie, entre autres, associée beaucoup ça se passe en Afrique, et ce sont des gens, quelque part, qui sont dans un état d'esclavagisme dans lequel ils essayent justement de faire un complot pour se libérer de l'esclavagisme, et à quelque part, ils se font tous tuer, ils se font tous exterminer. Donc, il y a quelque chose là-dedans une logique là-dedans qui nous ramène à nous dire on est esclave, on peut à quelque part croire qu'on peut mériter mieux qu'être un esclave, mais on n'est pas mieux qu'être un esclave parce que si on se révolte, ben on va se faire tuer, on va tout perdre, on va tout se faire bousiller. Donc on préfère effectivement jouer à l'esclave, même si on sait très bien qu'on n'est pas un esclave, mais on joue à l'esclave parce qu'en jouant à l'esclave, ben, on n'a pas de problème, on tolère, on accepte, et on n'a pas cette situation où on pourrait tout perdre à ce moment-là. Tu vois, c'est ça un peu que j'ai l'impression de te développer comme compétence, Carole, si on peut dire ça comme ça. C'est pas les compétences qui sont nécessairement positives pour toi à 100%, parce que tu as appris donc à mettre beaucoup d'eau dans ton vin, puis à tolérer beaucoup de choses, et finalement t'éloigner de ta véritable nature. Alors ça qu'on va chercher à faire avec la déprogrammation, c'est de te reconnecter avec ta véritable nature. Toi, la chose qui m'est demandée, c'est vraiment euh, c'est le respect, tu vois. C'est le respect qui est demandé comme demande au niveau de la déprogrammation. Donc, je vais t'envoyer du respect et on va voir qu'est-ce que ça va dire. Une réaction avec le respect, c'est un peu comme la peur de se respecter. Parce que se respecter, ça implique quoi? Ça implique qu'on se tient debout puis qu'on se dit, ben voilà, je me prends dans mes bras puis je me dis ce que je m'aime. Et que parce que je m'aime, ben il y a plein de choses que j'ai plus envie de faire. Puis que si j'ai plus envie de faire ces choses-là, ben je me retrouve dans une position quelque part de conflit avec mon être. Conflit avec mon être parce qu'il y a une partie de moi qui a toujours accepté de faire toutes ces choses-là. Et que si je me mets à me respecter, ben, je vais être en conflit avec moi-même parce que je vais devoir finalement me confronter à moi-même, me confronter à la facette de moi qui a toujours tout accepté et qui s'est jamais dit c'est pas grave, c'est grave. Non, elle s'est toujours dit c'est pas grave, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Mais finalement, tu es confronté aujourd'hui, j'ai l'impression, à devoir poser un regard sur le respect que tu as envie de porter vers toi-même. Et ce respect-là t'oblige à comprendre que tu peux te respecter tout en respectant les autres. Et le respect que tu vas avoir en étant avec toi-même, ben, va te permettre de développer ce que j'appelle la dignité envers toi et les autres. Parce qu'être digne, ça ne veut pas dire de dire à des gens de les humilier, d'être en colère contre eux, non. Être digne et se respecter, c'est simplement prendre conscience que des choses qu'on n'a plus envie de faire, mais que c'est pas parce qu'on n'a plus envie de les faire qu'on va reprocher aux gens autour de soi qu'on les a fait pendant un certain laps de temps. On va reconnaître que c'est nous qui en étions responsables, c'est nous qui avons fait ces choix-là, mais qu'aujourd'hui, on a envie de faire autre chose et qu'en ce sens-là, on a envie de s'accorder le droit de se choisir et, dans ce sens-là, effectivement, de pouvoir développer des relations plus heureuses avec notre entourage. Je ne sais pas comment tu reçois ça, Carole. Tu es d'accord avec moi là-dessus aussi? OK, donc c'est bien. OK. Donc, si tu veux bien, maintenant, on va passer à l'étape du soin, qui est donc le troisième aspect. Alors, dans ce cas-ci, le soin, on va essayer donc de chercher à favoriser l'alignement donc, du soi supérieur vers ton corps physique, de faire en sorte que les flux énergétiques puissent être les plus harmonieux possible. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Ça, ce qu'on voit, c'est que la peur d'être grande qui ressort, parce que l'axe, les flux énergétiques se fait, et c'est surtout dans le corps physique que les résistances se font le plus importantes. Et c'est beaucoup la peur d'être grand, parce que quand on devient grand, on prend sa place.
Et quand on prend sa place, on est obligé de dire aux gens, ben, ça c'est ma place. Les gens pourraient dire, mais non, c'est pas ta place, ça, c'est la place de tout le monde. Non, c'est ma place. Donc, on est obligé un petit peu de dire aux gens, je m'excuse, mais cette place-là est la mienne. Tu peux en douter, tu peux penser ce que tu veux, c'est correct, mais moi, je sais que c'est ma place. Et dans ce sens-là, je dois l'assumer et je dois la prendre. Et dans ce sens-là, ça m'amène à devoir, par exemple, prendre une position claire, nette et précise envers d'autres gens qui pourraient ne pas apprécier que j'ai pris la place. Et je pense que ça fait partie effectivement de l'apprentissage que tu es en train de faire dans ta vie, de reconnaître qu'à l'intérieur de toi-même, il y a une femme qui n'a jamais voulu prendre sa place dans sa vie et qui est confrontée de voir le faire maintenant. Et prendre la place, bien évidemment, c'est se donner l'autorisation de croire en elle et de commencer justement à se prendre dans ses bras, à dire qu'elle s'aime, à reconnaître à quelque part qu'elle a des belles compétences, des belles qualités spirituelles que tu as, Carole, que tu n'as pas développées parce que tu as beaucoup plus été dans comment dire, l'absence de ça. Quand on est trop dans la spiritualité, puis qu'on est trop dans la négation de notre spiritualité, pour moi, quand je dis négation, je veux dire négation de notre grandeur, ben, quelque part, on devient petit. On devient petit, c'est-à-dire la femme soumise, esclave, etc. Et là, je pense que tu es en train de renouer contact avec ta puissance et ta force. Et c'est ça un petit peu le processus de vie que ton âme te demande de faire. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça, Carole, maintenant. Oui, OK. D'accord, donc je te remercie, Carole, d'avoir bien voulu te prêter au jeu. Donc, c'était la troisième démonstration, qui était un peu les trois démonstrations que je voulais faire avec vous ce soir. Cette démonstration est intéressante. Il y a André qui n'a pas pu trop savoir comment il avait reçu l'information, mais ensuite, il y a eu deux autres démonstrations où les gens ont pu s'exprimer. Donc, je vous remercie à tous d'avoir bien voulu vous prêter au jeu de ces démonstrations-là, qui avaient pour objectif, j'espère, ça vous a aidé à mieux comprendre comment pouvait se faire la pratique. Alors, vous avez vu évidemment que là, on ne fait que des petites pastilles de consultation, puisqu'une vraie consultation, bien évidemment, on va chercher à travailler, à travailler, à travailler pour que justement on arrive à se rapprocher de plus en plus de, d'une forme d'alignement, hein, d'une forme d'équilibre, de mettre en évidence le potentiel évolutif. C'est ça qu'on va chercher à faire. Ressentons les soins de suite. C'est une bonne question, Magali. Je te dirais qu'il y a des soins à distance que je fais, moi, puis des soins en personne. Les soins en personne, il y a des gens qui vont. J'ai demandé la différence entre les gens qui ont fait des soins à distance et des soins en personne. Je leur ai demandé c'était quoi la différence. Et les gens ont pu me faire part de la différence. Donc, j'ai pu constater qu'il y a les gens qui sont en présentiel, en présence plutôt, qui sont avec moi, me disent qu'ils ressentent plus les impacts du soin quand ils sont avec moi. Par contre, au niveau de la qualité de l'information, de la déprogrammation et tout ça, on parle pas mal de même efficacité au niveau de la qualité de l'information, de la révélation, d'actualiser le potentiel, etc. Les gens vraiment vont ressentir un effet similaire dans le cas que ce soit à distance ou en présence. Mais par contre, quand il s'agit d'un soin en présence, les gens vont plus ressentir l'effet énergétique quand même. Maintenant, pour répondre à tes questions, Magali, il y a des gens qui m'ont. J'ai reçu, par exemple, j'étais en tournée en France récemment, et des gens qui m'ont envoyé des messages dithyrambiques en me disant que je vais transformer leur vie en une consultation. Donc, oui, ça peut avoir des impacts de suite, un soin. Par contre, il y a des soins, évidemment, qui vont nécessiter plus d'apprivoisement, plus d'apprentissage, parce que justement, il y a un approfondissement qui peut être fait, un travail de déblayage qui peut être fait. Donc, ça peut prendre plus de temps. Mais en général, les gens ressentent un impact sur le soin, surtout que les consultations sont toujours enregistrées. Ce qui veut donc dire que les gens peuvent vraiment réécouter l'enregistrement et prendre le temps de l'assimiler l'information par l'écoute qu'ils peuvent refaire, refaire, refaire autant de fois qu'ils le veulent. Donc ça peut être un élément très positif aussi concernant le soin. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions concernant ce qui a été vu dans les trois exemples, trois démonstrations? Alors, Catherine qui me dit oui, ressenti de la joie d'être entendu, reconnu, sensation de légèreté là en ce moment. Donc, tu vois, ça répond peut-être un peu à la question pour Magali. Donc, je te remercie, Catherine, de ton partage là-dessus. Donc, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, puisqu'on va aborder maintenant la courte présentation que je vais faire concernant les problèmes d'information et peut-être des petites nouveautés à ce sujet-là aussi. Virginie qui me dit c'est très utile l'enregistrement car à chaque fois j'écoute des choses que je n'avais pas captées la première fois. Effectivement, Virginie, je pense que c'est quelque chose qu'on me dit effectivement très très fréquemment. Même des gens me disent que même avec les années, hein, ils vont réécouter la consultation puis ils vont constater que la consultation leur parle encore
avec des yeux complètement différents, puisqu'après un certain nombre d'années, on n'entend plus la même chose, mais que ça les éclaire sur d'autres aspects, puis ils comprennent les choses différemment. En tout cas, ça peut vraiment être un outil qui est assez intéressant, d'après ce que les gens m'en parlent, me disent. Je pense que ça vaut vraiment la peine que ce soit enregistré. Il y a quelqu'un qui me dit, je dirais juste que ça m'a ouvert à savoir qu'est-ce qui me bloque. C'est très clair. Merci infiniment, Sylvain. Mais merci, Carole. Bon, évidemment, tu as peut-être raison, Carole, on a peut-être moins investigué sur l'aspect soin, parce que le soin, sur la dimension transpersonnelle, ça va nécessiter peut-être un peu plus de temps, mais c'est quand même quelque chose qui a pu te donner un petit avant-goût, donc tant mieux. Je confirme pour les soins, il y a une nette différence, donc merci Mireille. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions maintenant sur ce que vous avez vu dans la conférence ou sur d'autres sujets avant qu'on aborde les présentations des programmes de formation? Donc j'ai commencé, puis puisqu'il est déjà quand même 21h33, donc je ne voudrais pas vous garder trop longtemps quand même. Je sais que des fois, il y a eu des problèmes de son, peut-être, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc, c'est enregistré, donc les gens pourront donc revenir là-dessus. Il y a Aurélie qui me dit, cela fait plusieurs semaines que je pratique la technique d'enracinement, mais n'arrive toujours pas à voir de soleil intérieur. Puis-je passer à l'étape suivante ou pas trop? Totalement, Aurélie. L'idée de voir le soleil intérieur, ou de l'entendre, ou de le ressentir, parce que tu dis le voir, mais peut-être que tu le ressens, peut-être que tu l'entends. Donc, il faut comprendre qu'il y a trois modes de communication dans la pratique intuitive. Et selon le mode de communication privilégié par notre propre inconscient, ce n'est pas nous qui avons décidé qu'on va être visuel, auditif ou sensitif, on va être confronté à devoir justement passer par l'un des trois sens. Et évidemment, on a donc à accepter justement l'un des trois sens. Et que si on n'arrive pas à voir, entendre et ressentir non plus, mais qu'on arrive à percevoir quand même la pratique d'enracinement, on peut passer à l'étape suivante aussi. On ne doit pas se bloquer. Se bloquer, c'est un danger, parce qu'en se bloquant, on empêche le processus de se mettre en place. Alors que si on accepte de jouer le jeu, même si on n'est pas parfait, on n'est pas parvenu à une étape parfaite, mais on risque d'être beaucoup plus capable d'arriver à un résultat à ce moment-là. Il y a Chantal qui me pose la question, es-tu fatigué? Ce que je dirais, c'est que les consultations, régulièrement, j'en ai fait comme j'étais en Suisse récemment, et j'ai fait 6 consultations par jour. Et 6 consultations par jour, bien évidemment, c'est des journées remplies parce qu'on n'a pas le temps de faire rien d'autre que des consultations, puis de manger entre-temps, et puis etc., etc. Mais j'arrive le soir, puis je me sens relativement en forme. Si j'ai passé évidemment, si je ne dors pas beaucoup ou si je suis dans un état de surmenage, les 6 consultations vont pouvoir se faire avec un peu plus de difficulté. Mais 6 consultations, habituellement, je peux les faire sans aucune difficulté, avec une bonne concentration, et à la fin, je me sens en forme. Donc, ça vous donne un indice là, des capacités d'exigence qui sont liées à ça. Je vous dirais évidemment que la plus grande difficulté dans ce genre de travail-là, c'est que quand on fait du décodage intuitif et la déprogrammation, on est obligé d'être très concentré puisqu'on est confronté à devoir capter des images, des sensations et des mots, de décoder, de comprendre, de parler, d'échanger. Donc, on a besoin de faire beaucoup, beaucoup de choses en même temps. Alors que quand on fait un soin, par exemple, ben pour moi, un soin, c'est comme être en vacances. Hein. Si je fais un soin, je ne fais pas de décodage de déprogrammation pendant le soin, ben à ce moment-là, c'est comme rien faire à la limite. Hein. C'est dans le sens que c'est très facile pour moi de le faire. Maintenant, je suis tellement habitué à faire les trois que pour moi, c'est comme normal, ça fait partie d'un processus qui est beaucoup plus riche de le faire également. Donc, oui, je dirais que mes étudiants qui suivent, pour répondre à la question de Chantal, avec mes étudiants, les gens vont effectivement me dire quelque part que au début, peut-être, ils vont faire 2, 3 consultations par jour et ils vont se sentir pas capables d'en faire d'autres. Donc, il y a un entraînement hein, dans ce genre de travail-là et c'est beaucoup la concentration qui va être à travailler. C'est un peu comme dans la méditation, c'est un travail, un apprentissage qui va être effectué. Donc, j'espère avoir répondu à tes questions, Chantal. Donc, les problèmes d'information. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, puisque je vais revenir à vos questions après avoir commencé justement de... Oui, merci Chantal. De vous parler un petit peu de la formation. Donc, le problème de formation personnelle. Alors, vous savez que donc, un problème de formation personnelle, pourquoi ce problème de formation personnelle existe? C'est que dans la méthode que je viens de vous démontrer, que je viens de vous présenter, là, je l'ai fait sur d'autres personnes. Mais c'est une méthode qui est très intéressante à appliquer sur soi. Parce qu'évidemment, l'appliquant sur soi, ben, ça nous permet de pouvoir développer des habiletés à mieux se connaître, à pouvoir déprogrammer et se soigner. C'est bien évident que le faire sur soi, c'est une difficulté, c'est un défi plus important que le faire sur quelqu'un d'autre. Mais en même temps, c'est peut-être le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir, puisque ça nous donne l'opportunité
de pouvoir habiter son être et de pouvoir s'accompagner tout au long de notre vie. S'accompagner, ça ne veut pas dire que je n'ai pas besoin de personne, je n'ai pas besoin de thérapeute, je n'ai pas besoin d'intervenant, quoi que ce soit. Ça veut juste dire que je suis capable de gérer mes difficultés minimalement, et que quand je vois que je rencontre des difficultés trop difficiles, ben, je peux faire des consultations à ce moment-là pour être aidé. Alors, vous voyez que c'est ça un petit peu que je vous dirais concernant donc la raison d'être de cette formation personnelle-là. Alors, quand j'ai commencé, moi, avec Gressard, bon, il y avait un volet qui était fait pour travailler sur soi, mais qui était plus élaboré, qui était plus défini, et je voyais bien quelque part que tout le monde était beaucoup plus intéressé à travailler sur les autres que de travailler sur soi. Mais j'ai compris que quand on travaille sur soi, ben, ça nous permet de nous ouvrir, et quand on s'ouvre, ben, évidemment, on est plus capable de se rendre réceptif aux autres aussi. Donc, ça, c'est un élément. Et quand je dis s'ouvrir aux autres, je ne parle pas juste en tant que thérapeute, je parle en tant qu'être humain. Si je suis plus ouvert avec moi-même, je suis plus ouvert avec les autres, je suis plus capable de communiquer d'une façon efficace et harmonieuse avec mon entourage, je suis plus heureux, j'ai des plus beaux échanges, etc. Donc, c'est un élément intéressant et important. Donc, voilà, pour la formation personnelle, donc, vous allez découvrir le décodage intuitif, déprogrammation et soins, tant dans la dimension énergétique que psycho-émotionnelle que spirituelle, de la même façon. C'est plus difficile de travailler sur soi, Magali, comme je l'ai précisé. Moi, ce que je propose, évidemment, c'est que les gens qui suivent la formation personnelle y arrivent parfaitement. Vous avez donc, au départ, les 3 premiers modules qui correspondent à l'introduction en ligne ou qui correspondent au week-end d'introduction en présence, qui sont les trois premiers modules dans lesquels on apprend à le faire sur soi et sur un partenaire. Et après ça, après les trois premiers modules, on va aborder des modules qui vont vraiment s'orienter sur la pratique personnelle. Et ces modules-là vont nous aider justement à pouvoir faire un travail sur soi avec plusieurs méthodes, plusieurs façons de faire qui vont nous amener progressivement à comprendre justement que ce langage-là, qui est peut-être pas facile au départ à apprendre hein, quand on fait un travail sur soi, on peut apprendre à le développer, on peut arriver justement à se sentir de plus en plus à l'aise à le pratiquer. Bon, il y a Mireille qui me dit bon, qu'elle s'est fait ce cadeau-là et qu'elle confirme que ce travail-là sur elle-même l'a rendue beaucoup plus heureuse dans sa vie. Alors, je te remercie, Mireille, de ton partage. Donc, voici les propositions qui sont faites pour la formation personnelle. Alors, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de vous proposer des formations, des enseignements qui sont variés afin que je puisse m'ajuster à toutes les bourses, en fin de compte, à toutes les capacités et à tous les intérêts, puisque c'est pas tout le monde qui a envie de faire une formation personnelle au complet. Donc, l'enseignement à la carte qui est proposé en premier lieu, c'est les 2 premiers modules d'enseignement. Donc, le premier module, c'est l'enseignement qui est gratuit, que vous pouvez accéder sur le site développementconscience.com, qui est le module 1, qui vous présente l'enracinement et un petit peu le décodage intuitif. Donc, vous avez accès gratuitement à ce module-là. Et ensuite, vous avez un module 2 qui touche la technique de l'accueil, qui est plus et à des programmations. Et ce module 2-là est un module, c'est vraiment les 2 premiers modules que moi j'appelle les bases. Après avoir fait ces 2 modules-là, vous avez au choix un autre module que vous pouvez faire, donc dans la première proposition que je vous fais. Alors, ça veut donc dire d'avoir 3 modules en tout. Et ce module au choix va être parmi l'auto-guérison, donc les techniques d'auto-guérison qu'on peut appliquer sur soi, la déprogrammation de la mémoire, où on apprend donc à faire des voyages dans le passé, présent, futur, où on peut travailler sur les mémoires d'autres vies, des ancêtres et tout ça. La thérapie quantique, donc tout le travail de cerveau et thérapie quantique, dans lequel on apprend justement à développer des techniques pour favoriser la transformation, le changement. Il y a un autre module qui s'appelle s'alimenter intuitivement, donc de développer justement notre habileté intuitive pour évaluer des remèdes et évaluer les aliments, favoriser la digestion, etc. L'équilibre d'un lieu, donc ça peut s'apparenter à la géobiologie, mais on le fait vraiment uniquement par le biais du décalage intuitif, de la déformation des soins. Et également un autre enseignement sur la prospérité, spiritualité et énergie de vie, qui est un enseignement qui va plus vous parler justement de la prospérité et donc de la démarche spirituelle à travers le cheminement du processus de décodage, déprogrammation et soins. Donc ces 3 modules-là, donc des 2 modules plus un module au choix, c'est 150 € ou 150 $ pour ceux qui sont intéressés. C'était la première proposition qui était faite pour la formation personnelle. Vous avez l'enseignement à la carte numéro 2. Vous avez trouvé les 2 premiers modules que je vous ai présentés, plus à ce moment-là 2 modules au choix. Les 2 modules au choix vont être orientés justement sur le thème des chakras. Donc, il y a 2 modules que vous pouvez choisir qui complètent l'enseignement sur les chakras. Un qui va travailler davantage sur la dimension énergétique des chakras et l'autre sur la dimension psycho-émotionnelle autour des chakras. Donc, ça fait un enseignement assez complet, c'est ça qui est intéressant. Ou encore, les 2 modules de base plus les 2 modules sur l'âme et les guides. Donc, le travail sur l'alignement supérieur et le travail avec les guides. Donc, ça vous permet aussi d'avoir un élément assez complet qui termine quelque chose.
Donc, vous avez un enseignement intéressant avec de 4 modules en fin de compte à travers cette voie-là. Et ceux-là, c'est 225 € ou dollars. Vous avez la possibilité de faire les paiements en 3 fois et c'est 80 €, 80 $ pour les 3 paiements. L'enseignement à la carte numéro 3, c'est 2 modules, les 2 premiers modules de base, plus 6 modules. Donc là, vous avez le choix de choisir 6 modules selon votre intérêt, parmi les choix qui peuvent exister dans le cadre de la formation. Et ça va donc vous donner l'opportunité justement de faire une formation personnelle adaptée à vos besoins, puis adaptée à ce que vous avez comme désir et comme recherche. Et ça, c'est 495 € ou 495 $ pour ces 2 modules plus les 6 modules au choix. C'est 175 € pour 3 paiements et 95 € pour 6 paiements si vous choisissez ces options-là. Vous avez toutes ces informations-là sur le site Thérapie Intuitive. En cliquant sur la page d'accueil sur la formation personnelle et professionnelle, vous allez tomber sur des pages de vente qui vous expliquent tout en détail ce que je suis en train de vous expliquer. Vous avez également donc la grande formule. Alors, il y a Carole qui me dit, est-ce que tu nous diriges où on en a le plus de besoin? Bien sûr que si vous m'en faites la demande, on va regarder ensemble et moi, je vais vous faire des propositions de formules d'enseignement qui seraient les plus adaptées pour vous. Donc, si vous avez un désir de communiquer avec moi, mais ça me fait faire plaisir de discuter avec vous. On se prend des rendez-vous téléphoniques, on discute ensemble de vos besoins et on évalue ensemble quel serait le choix le plus judicieux par rapport aux propositions qui sont faites. La dernière proposition, c'est la formation personnelle, qui elle est la plus complète. C'est 15 modules, 15 webinaires. Vous avez aussi un petit plus que j'annonce aujourd'hui officiellement, c'est que vous allez avoir la possibilité d'avoir 15 enseignements personnalisés. Ça, c'est très nouveau. C'est-à-dire que chaque mois, vous allez avoir un module d'enseignement vidéo sur votre pratique personnelle. Vous allez avoir un webinaire et vous allez avoir une pratique personnelle supervisée. C'est-à-dire que moi, je vais être présent lors de cette pratique supervisée-là et on va faire tous ensemble un exercice dans lequel on va pouvoir ensuite se parler de comment ça a été et tout le monde va pouvoir effectivement échanger lors de cette soirée. Donc ça, c'est nouveau. C'est quelque chose que j'ai ajouté parce que j'ai pris le temps d'écouter mes étudiants, d'écouter les gens et il y avait un besoin effectivement d'encadrement un peu plus important qui était présent. Et c'est pourquoi que j'ai décidé de proposer ça. Et vous savez en plus que vous avez vous avez donc 5 mini-consultations qui sont déjà proposées dans la formation personnelle. Et en promotion, j'en offre 5 de plus. Donc vous en avez 10. Donc vous avez quelque chose de très, très bien conçu pour la formation personnelle. Le programme de formation personnelle au complet